Le ZINT, c'est l'Open Source Intelligence. Et pour ça, on accueille deux super nanas qui m'inspirent beaucoup perso dans mon travail. Et donc, on va vous passer des extraits, principalement de leur travail, mais on a aussi un extrait par ailleurs. Ça va durer 1 heure et ensuite, il y aura 1 demi-heure de questions-réponses. Ça vous va comme ça? Ouais. Super. Peut-être qu'on commence par les présentations. On va commencer par toi, Asia Balufier. Donc, tu es responsable des enquêtes au Monde. Et pour rentrer un peu dans ton quotidien, je voulais te demander ce qu'était ta technique de ZINT préférée. Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être là. Merci Katie pour l'invitation. Alors, ma technique d'OSINT préférée, j'ai réfléchi un peu de manière peu originale, parce que je ne suis pas du tout la seule, je crois. C'est la géolocalisation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la géolocalisation, c'est le fait de trouver très précisément où une photo ou une vidéo a été prise. Pour ça, on utilise des repères visuels qui sont sur l'image, donc ça peut être des éléments un peu distinctifs dans l'architecture ou dans le paysage, et on les compare à des images de ce lieu pour vérifier que ce soit bien au bon endroit. Alors, on a quelques exemples à montrer, mais j'ai passé déjà 2 diapositives. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui d'après encore. Ah oui, parce que j'avais un petit exemple. Et on peut peut-être juste montrer la petite intro, parce que ça, on comprend le sujet, ouais. Donc ça, c'est une des dernières enquêtes OSINT que vous avez faites? Ouais, celle qui, en termes de diffusion, oui, tout à fait. Ouais, ok. On lance ça? Garde du corps, voiture blindée, accès contrôlé. Ils ont pensé à tout sauf à ça. Le Monde révèle l'existence d'une faille de sécurité d'ampleur inédite au plus près des principaux chefs d'État de la planète. Une faille qui permet de les suivre à la trace lors de leur déplacement et qui peut mettre en danger leur vie. C'est vrai qu'il y a des grosses basses, j'avais un peu. En effet. Il y a une bande-son sympa en général. Je ne sais pas si on m'entend, mais on est juste à peu de côté. Il y a une bande-son sympa en général sur les vidéos du Monde. Et donc, la diapo suivante, elle montre un petit peu ce que tu aimes justement faire. Ouais, c'est un exemple de géolocalisation qui est un peu particulier parce que d'habitude, c'est en extérieur, par exemple, et puis il n'y a pas Emmanuel Macron dessus. Là, en gros, dans l'enquête Stravalix, donc vous avez juste vu la petite intro, pour ceux qui ne l'ont pas vue, on s'est rendu compte que des gardes du corps de plusieurs présidents, donc Macron, mais aussi Biden et Poutine, publiaient leurs itinéraires de course. Donc Strava, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de publier ses performances sportives, footing, rando à vélo, etc. sur Internet. Et ces gardes du corps, ils publiaient publiquement ces informations, y compris parfois pendant qu'ils étaient en train d'accompagner le président dans des déplacements professionnels. Et très souvent, ils révélaient l'endroit où Macron allait dormir, parce qu'ils y vont toujours un peu à l'avance pour sécuriser les lieux, et ils font des footings qui démarrent au pied de l'hôtel en question. Donc il y a au moins 10 occasions, probablement plus, mais 10 dont on est sûr, où ils ont publié sur Internet l'hôtel du président 2 jours avant que le président y aille, quoi. C'est quand même une faille de sécurité assez importante qui pourrait être exploitée de diverses manières. Bref, on savait que, selon Strava, Macron dormait à Vilnius. Alors j'ai un peu oublié le nom de l'hôtel. Je crois que c'est juste l'hôtel Vilnius ou un truc comme ça, en Lituanie. Et on voulait être sûr que c'est bien là qu'il est dormi. Parce que pour pouvoir dire, voilà, ils ont révélé avant, à 10 occasions, qu'il avait dormi là, il fallait qu'on en soit sûr. Or, les hôtels de Macron ne sont pas révélés publiquement. Donc, pour vérifier, il y a eu plein de manières différentes, mais une des manières, ça a été ça, c'est-à-dire qu'il y a un profil Instagram d'une photographe qui suit Macron au quotidien, qui le prend en photo. Donc, elle l'a pris en photo dans cette salle de gym à Vilnius. Donc, il y a une série de photos, on le voit en train de serrer des mains, de faire son travail de président à Vilnius, et on le voit le soir, le soir ou le matin d'ailleurs, je ne sais pas, dans cette salle de gym. Donc je suis allée regarder sur l'hôtel en question s'il y avait des photos de l'hôtel de gym. Il y en avait une, et je me suis rendu compte que oui, on pouvait bien dire que c'était le même endroit. Là, j'ai mis qu'une photo, mais en plus il y a d'autres photos qui permettent de voir d'autres trucs. Mais enfin voilà, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est à cet endroit-là que cette photo a été prise, et donc qu'Emmanuel Macron avait bien dormi là cette nuit-là. Un exemple de géolocalisation. Ouais, il faut avoir l'œil, hein, il faut être entraîné parce que en la termes petite de prise, perspective, la petite prise, ouais. Oui, la prise, il pourrait y en avoir à d'autres endroits, etc. C'est le fait que cette prise soit là, en dessous de celle-là. Enfin voilà, c'est le fait que tous ces éléments en même temps soient au même endroit qui permet d'être sûr qu'on ne se trompe pas. Ok, très bien. Et donc Cécile Trentien, tu tiens le format vraiment de la RTS, qui est de l'enquête collaborative open source. Et tu peux nous raconter ce que c'est que ta technique de ZINT préférée?
Bonsoir à tous déjà et merci aussi pour l'invitation. Alors moi, j'étais presque jalouse que tu dises la géologue en Je premier. comprends, désolée. Non. Moi, je crois que ça reste quand même la recherche inversée d'images. En fait, de partir d'une photo basique d'un profil Facebook ou LinkedIn, sûrement, parce que souvent, c'est les photos qu'on a des gens. Et ensuite, avec une toute petite photo, un tout petit médaillon, retrouver un maximum d'informations sur une personne juste avec son visage. Et ça, à la fois, c'est jouissif et à la fois, c'est hyper flippant parce que on se dit faut pas que je poste trop. Mais c'est vrai qu'on a des techniques et des outils, par exemple PMI qu'on utilise. Alors, c'est un outil qui est gratuit pour 5 recherches par jour et payant pour illimité. Et cet outil-là, c'est pas juste de la recherche inversée d'images. Il calcule vraiment l'espace que vous avez entre les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc. Et là, il va analyser tout ce qui a été publié sur Internet. Pas forcément au tréfonds de vos réseaux sociaux, mais au moins toutes les images publiques. Et celui-là, j'avoue qu'on paye, c'est genre 32 francs de temps en temps. Donc je ne le paye pas tout le temps. Je le paye dès qu'on a une enquête un peu importante et on sait où on va faire plein de recherches. Et là, vous allez sûrement découvrir, mais grâce à ça, on a travaillé sur une fuite de données sur des clients qui consommaient, qui achetaient de la musique néo-nazie. Et en retrouvant le nom et le profil d'une personne, on est remonté jusqu'à qui il était. Puis on a découvert des tatouages très sympathiques sur son corps. J'ai coupé ce passage parce que c'était un peu long. Mais, je vous raconte je vous spoil la fin. Et comme ça, on ira voir après. On peut montrer l'extrait, c'est dans 2 slides, je pense. Ouais, noir, et voilà. Et c'est super intéressant de montrer autant les coulisses de l'enquête aussi. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas présenté le format, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça l'idée, c'est vraiment d'expliquer pas à pas, mais vraiment en faisant des screenshots de ce qu'on fait tout le temps, comment on enquête, quel site on fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on tape sur Internet, pour que les gens, en fait, après se disent... Nous, notre idée, c'est de désacraliser l'investigation, de dire que c'est accessible à tout le monde, et c'est pas réservé à une clique de journalistes, et donc, voilà, on montre tout. Et après, on se fait attaquer. Il manque le son. Avec le nom et le pseudo de ce client fribourgeois, on a pu retrouver une photo et en utilisant ce logiciel de reconnaissance faciale, on est ensuite retombé sur un paquet de photos de lui en ligne. Comme ici, en pleine manif à Budapest en 2019 ou encore en soirée. Et en regardant de plus près, c'est justement à ce moment que je découvre que c'est pas un simple fan de musique métal, tu vas voir. Bon ouais, j'ai pris un extrait très très court. J'ai pris un extrait très court. Parce que, il faut qu'on rentre un peu dans le détail et peut-être que la première question que je peux vous poser, c'est comment vous définiriez, vous, l'OSINT pour les gens qui ne connaîtraient pas. Tu veux pas le faire? Allez, moi aussi. Tu as dit le sigle, effectivement, OSINT, c'est un sigle anglophone, Open Source et Intelligence. En gros, c'est la pratique qui consiste à obtenir des informations grâce à des sources dites ouvertes. Les sources ouvertes, on pourrait donner le synonyme de sources publiques, puisqu'en fait, c'est les sources qui sont accessibles à tout un chacun. Très souvent, ça se passe sur Internet, mais en soi, ça pourrait aussi être ailleurs qu'Internet. Par opposition donc aux sources fermées, qui sont en gros les sources confidentielles. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui y ai accès. Dans le monde journalistique, ça pourrait être une source proche de l'Élysée. Voilà, des choses, je ne vais pas la citer forcément, c'est qu'elle m'a dit des choses qu'à moi, c'est ma source fermée. Et la grande différence, c'est qu'on ne va jamais hacker. Donc quand on dit ouvert, ça veut dire qu'on peut y accéder sans pirater quoi que ce soit. Des fois, on peut être à la toute limite, je pense, quand on récupère par exemple des fuites de données avec des mots de passe. On se pose toujours un petit peu la question, ok, j'ai l'adresse internet, j'ai l'adresse email, j'ai le mot de passe, est-ce que ça veut dire que la porte est ouverte, est-ce que j'y vais? Ça serait vraiment la limite finalement. Mais tout le reste, en effet, c'est d'aller chercher des choses dans les registres du commerce, d'aller chercher des choses sur les profils LinkedIn, d'aller chercher des choses dans les archives, surtout beaucoup d'Internet. Ouais. Donc tout ça, et les images satellites, mais je pense qu'on en reparlera après. Mais finalement, on travaille tous avec Internet, je pense aujourd'hui comme journaliste. Qu'est-ce qui différencie cette recherche-là d'une recherche basique? Tout à fait. Je pense que n'importe quel journaliste qui utilise Internet dans son quotidien, en fait, fait de l'OSINT. Je pense qu'il faut quand même dire ça. Après, il y a une différence entre utiliser l'OSINT pour faire son travail de journaliste au quotidien et faire des enquêtes, c'est-à-dire révéler des informations, faire émerger des informations nouvelles. Pour ça, je pense que les différences, en gros, c'est
ce qu'il faut pour ça, c'est savoir toute l'étendue de ce qui est possible. Tu as cité les registres du commerce, les images satellites, le cadastre, les historiques météo, je ne sais quoi. Tout ça, c'est des données qui existent. Il y en a beaucoup trop pour qu'on puisse toutes les citer. Mais juste avoir conscience de ça, ça peut permettre de se poser la question de qu'est-ce que ça peut m'apporter, comment je peux m'en servir pour recouper cette information, peut-être faire émerger une nouvelle information, etc. etc. Et l'autre truc qui, je trouve, nous différencie, nous, en tout cas, au Monde, du reste de la rédaction du Monde, qui est quand même une grande rédac de 500 journalistes qu'on voit, avec qui on fréquente régulièrement au quotidien, c'est que beaucoup de journalistes plus traditionnels vont avoir tendance à se reposer sur ces sources fermées, en disant, voilà, j'ai une source qui m'a dit ça, etc. Et nous, on a souvent, dans les conversations avec eux, dans ces moments-là, envie de leur dire, OK, cool, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que cette source, elle a peut-être intérêt à te dire ça pour plein de raisons. Peut-être qu'elle se trompe, elle oublie. Bref, l'erreur est humaine. Alors que si ce que tu dis est vrai, si cet événement s'est bien passé de cette manière-là, potentiellement, il reste d'autres traces de ça. On peut les recouper via d'autres sources de manière plus indépendante, puisque ça ne repose pas sur un être humain. Ou en tout cas, trouver d'autres sources sur Internet en OSINT. Pardon, merci, c'est Je vois que le réflexe de qui soit moins sujette aux erreurs humaines, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi le côté, on fait tous de la recherche, on s'est tous tapé sur Google, mais on ne s'est pas tous tapé correctement sur Google. Je pense qu'il y a aussi le côté faire du dorking, c'est-à-dire taper les bons mots, les bons raccourcis pour aller très très vite sur Google, puis trouver d'autres choses, par exemple trouver des pages qui ne sont pas référencées sur Google. Ça, c'est des choses qu'on fait, et ben, ça permet vraiment de savoir, je donne un exemple au pif, mais tiens, c'est bizarre, je suis tombée sur un site de dating la dernière fois, puis il y avait juste une page, et il y avait quasiment rien à part des termes, des conditions d'utilisation. Puis en fait, tu te dis, ah ouais, mais en fait, si ce site, il sert à rien, s'il n'est pas référencé, il y a de grandes chances que ça donne du blanchiment d'argent. Bon, bah, tu peux aller très loin, mais finalement, savoir chercher autre chose ou taper je cherche que des fichiers Excel confidentiels pour le site Nestlé. Ça, c'est de la recherche plus avancée sur Google, et pour moi, c'est de l'OSINT. On n'est pas en train de pirater Nestlé, mais on recherche quelque chose de très spécifique qu'on n'a pas forcément envie de nous montrer sur leur site. Voilà. Il y a toujours des oublis. Même si les gens sont très forts en informatique, il y a toujours des documents qui traînent à droite, à gauche. Ok, peut-être qu'on peut passer à un prochain extrait. J'ai trouvé que cet extrait-là, il était intéressant parce que ça montre la démarche journalistique généralement au-delà de l'OSINT. Voilà, peut-être qu'on peut t'écouter. Je vous emmène tout en haut de la tour de la RTS, au 17e très exactement. J'ai rendez-vous avec 2 journalistes qui m'ont beaucoup aidé tout au long de cette enquête. C'est eux qui se sont chargés de demander ce fameux document. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le principe, la transparence, c'est génial, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Mais je compte sur eux pour tout nous expliquer. Alors, je suis super curieuse. Racontez-moi comment ça s'est passé quand vous avez fait cette procédure pour demander le document. Eh ben, dans un premier temps, on a contacté le département qui est en possession de ces documents en lui demandant de nous le transmettre. On lui a même dit au département qu'il pouvait nous envoyer une version caviardée. Donc en fait, une version caviardée, c'est une version dans laquelle les informations confidentielles, comme le nom, l'âge ou d'autres informations confidentielles, peuvent être cachées afin que nous, on ait le document en préservant l'anonymat des patientes. Et on a reçu une réponse, c'était non catégorique de la part du département. Ah, mais c'est fou ça, mais il y a bien des moyens de recours qui existent. Vous n'avez pas pu faire appel au préposé de la transparence pour vous aider? C'est son job en fait d'aider si ça bloque justement au niveau de l'administration, non? Bah ouais, justement, c'était la prochaine étape dans ce processus. Donc on a demandé une séance de médiation. On s'est retrouvés tous autour d'une table et il y avait d'un côté nous les journalistes, de l'autre un représentant du département et puis aussi le préposé cantonal à la protection des données. Et comment ça s'est passé? Bah en fait, c'est une discussion confidentielle et on essaye de trouver un accord. Malheureusement, ça n'a pas été possible lors de cette séance. Et par la suite, le préposé, il a lui aussi recommandé au département de ne pas nous transmettre les documents car selon lui, il y avait un intérêt privé prépondérant de ce médecin et on ne pouvait pas diffuser ces documents, ça pourrait nuire à sa sphère privée. Purée, c'est hyper frustrant. Il n'y a pas un autre moyen d'obtenir le document? Vous n'avez pas pu faire un recours? Si, on aurait pu faire recours de cette décision, mais comme ça a pris un petit peu de temps, ça a pris environ 2 mois, entre-temps, on a cherché à obtenir ce document de diverses façons et on a réussi à l'obtenir grâce à une source qui a pu nous le donner. Mais c'est trop bien, mais comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est un vrai document? On a pu vérifier, en fait il y a plusieurs indices, il y a notamment la mise en page qui jouait, donc on avait déjà vu des arrêtés départementaux, là c'était exactement la même chose avec la signature du magistrat à la fin. Les dates correspondaient parfaitement à ce qu'on avait trouvé et puis surtout c'était une source
en laquelle on avait grandement confiance et on a pu aussi faire valider ce document à d'autres sources proches du dossier. Donc je trouve ça intéressant de voir comment vous collaborez entre l'OSINT et des pratiques journalistiques comme tu décrivais avant. Et je voulais souligner aussi le travail que fait loitransparence.ch qui justement aide les journalistes dans l'enquête et qui en Suisse du coup aide les entreprises. Enfin, peut-être que tu veux en parler un peu. Je ne sais pas si tu travailles avec eux régulièrement. Ouais, on travaille souvent avec eux pour avoir dès qu'on est un peu bloqué, pour leur dire comment on pourrait faire, comment... En fait, c'est la CADA, hein, on est bien en France. Et pour nous, c'est un outil précieux, même si c'est tellement long que en fait, les délais d'obtention des documents font que, en fait, par rapport à la fabrique même de nos vidéos, de nos enquêtes, souvent, on n'arrive jamais à obtenir quelque chose. Donc, c'est un peu à double tranchant. Et je me dis, c'est dommage, plus ça sera ancré et plus les journalistes s'en saisiront, et les citoyens, parce qu'évidemment, il n'y a pas que les journalistes qui peuvent s'en saisir, mieux ce sera. Et je ne sais pas si en France, du coup, les demandes CADA vont plus vite. Mais... J'allais te demander le délai. Nous, alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'en ai pas fait depuis très longtemps. On a des spécialistes dans un service du monde où ils font tout le temps des demandes CADA. Donc, dès qu'on en a une, on leur demande. Je crois que ça s'est accéléré, là, quand même, les délais. Et notamment, il y a des moyens d'accélérer en disant on a fait la demande à tel jour. Au bout de 30 jours, vous devez faire la première réponse, puis machin. Enfin, ça s'est un peu amélioré, mais ça reste très long. Moi, les quelques fois où j'ai dû bosser avec des documents CADA et que j'ai fait une demande, on m'a dit on se reparle dans 6 mois. Donc oui, effectivement, pareil que toi, je m'en suis pas beaucoup servi dans des enquêtes en fait. Donc là, on parle de techniques journalistiques classiques. Moi, en découvrant l'OSINT, j'avais l'impression que c'était quelque chose de très obscur, où il y avait besoin de beaucoup de logiciels, que c'était très compliqué, limite du code et tout ça. Et finalement, c'est beaucoup d'œil humain, beaucoup de déduction. Ouais. J'ai préparé un autre extrait où on montre une autre de tes méthodes de recherche. J'avoue que ça illustre pas mal, donc peut-être qu'on peut regarder ça. Bon, en attendant le résultat, avec mon collègue Sébastien, on s'est penché sur le projet basé en Suisse. Ici, l'objectif affiché par MyClimate pour compenser les émissions de la compagnie suisse, c'est de gérer de manière durable une partie de la forêt de Prättigau dans le canton des Grisons. Pour te situer, c'est juste à côté de la très chic station de Davos. Alors, comment ça marche? Concrètement, Lufthansa, qui est propriétaire de la compagnie suisse, donne depuis 2019 de l'argent à la fondation MyClimate pour compenser 33 000 tonnes de CO2 par an. Et cette forêt doit agir comme un puits de carbone, en gros comme une énorme pompe qui capte le CO2. Mais pour que ça marche, il faut que la forêt soit bien en forme, c'est-à-dire bien entretenue, que les arbres soient grands, costauds, car c'est dans le tronc et dans les branches que la plus grosse partie du carbone est captée. Et 2, que les arbres ne soient ni malades, ni tombés, ni coupés, ni trop vieux, car sinon c'est l'effet inverse qui se produit, le carbone stocké repart dans l'atmosphère. Donc pour ce projet, les propriétaires de la forêt se sont engagés sur un but clair. En renonçant volontairement aux diverses utilisations possibles du bois, l'exploitation forestière est optimisée pour le climat dans cette zone forestière de la région de Prättigau et Davos, captant ainsi du CO2 sur le long terme. Ok, sur le papier, ça semble parfait, mais comment on vérifie tout ça? Sachant que la seule chose qu'on ait, c'est cette carte PDF avec en vert le secteur concerné, mais comme tu peux le voir, c'est tout sauf précis. Alors avec mon équipe, on s'est armé de patience pour transposer cette zone sur Google Earth Pro. Une fois que la zone a été définie, on a comparé cette carte avec celle du Global Forest Watch. C'est un site américain qui permet de vérifier l'évolution de n'importe quelle forêt dans le monde grâce aux images satellites, et là, bingo. Les points en rose qui apparaissent, ce sont tous les endroits où la canopée a perdu au moins 30% de sa densité depuis 2019. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pour le savoir, je suis allée sur Suisse Topo. C'est un site hyper bien fait qui te permet de remonter dans le temps pour vérifier les évolutions de n'importe quel endroit en Suisse. Tu vas voir, c'est bluffant. Je rentre les coordonnées GPS des points qu'on a repérés ici et regarde le résultat. Dans cette partie, il y a clairement eu beaucoup de coupes, ici aussi, et là, pareil. Et si je zoome, je peux même apercevoir des troncs encore à terre. C'est impressionnant. Comment vous trouvez tous ces outils? Ça, c'est une bonne question. La plupart, on les connaît déjà, et puis on essaye de rester... Je pense qu'il faut rester toujours un peu à la page, ce qui fait qu'on s'inscrit sur plein de conférences, on regarde ce qui se passe en ligne, etc. Et puis à chaque fois, on se dit « Ah tiens,
ils ont utilisé tel outil, peut-être que dans une autre enquête ça pourra nous servir. Donc après j'ai une sorte de grande page Start Me avec, je sais pas si ça vous parle, en gros j'ai plein de petits onglets comme des favoris. Hein. Et puis j'ai absolument tout, si je dois faire de la recherche sur des visages, si je dois faire de la recherche sur de l'environnement, si je dois faire de la recherche financière. Et du coup j'ai une sorte de page entière d'outils. Et puis je suis sûre que ça peut grossir comme ça. Je sais pas comment tu fais toi. C'est très similaire. On est plusieurs, donc en fait, en fonction des enquêtes de chacun, on se dit « Ah, j'ai découvert ce truc », on se parle régulièrement, ça aide. En France, il y a une association qui s'appelle Open Facto, qui est spécialisée dans l'audit, où on se voit, on est vraiment très nombreux, du coup, pareil, on se parle de techniques, il y a des formations spécifiques. Moi, j'en ai fait il n'y a pas longtemps sur mes enquêtes financières, etc. Bon, globalement, on apprend des trucs, puis on oublie qu'ils existent. Parfois, donc, à chaque enquête, je ne sais pas forcément s'il va y avoir l'outil qu'il me faut, mais au moment où je me pose une question, je fais comme tout le monde, je tape dans Google en anglais la question que je me pose, enfin pas textuellement, mais tiens, je veux tel outil, est-ce que ça existe, est-ce qu'il y a des images aériennes de telle année, à tel endroit, est-ce qu'il y a les ventes immobilières entre telle année et telle année à cet endroit, enfin, en fait, c'est comme ça qu'on trouve, et petit à petit, on remonte, on finit par trouver des choses, on pose des questions. Globalement, moi, à chaque enquête, je ne sais pas quel outil je vais utiliser, c'est en avançant dedans que je me dis, ok, peut-être ça existe, peut-être pas. Voilà. Puis on s'est rendu compte aussi que quelles que soient les enquêtes sur lesquelles on bossait, il y a toujours des fous partout dans le monde, mais qui nous sont hyper précieux, qui adorent faire des listes. Et c'est un truc de fou. Et c'est génial, en fait, il y a des listes de tout, il y a des listes de toutes les plaques d'immatriculation du monde entier qui peuvent t'aider vachement dans les enquêtes et dans la géolocalisation. Il y a des listes de tous les avions, enfin, vraiment, il y a des gens que je remercie aujourd'hui qui font des listes. Ils doivent pas avoir beaucoup de vie. C'est impressionnant de recenser tout ça. C'est un peu la question à la mode. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour ces recherches ? Oui. Alors, on commence un peu, mais c'est vraiment pas la majorité des enquêtes que j'ai faites. En gros, l'IA peut servir. Là où l'IA peut être très utile, c'est que ça permet d'être efficace sur des tâches que si on ferait nous-mêmes, ce serait ultra chronophage. Donc, un exemple, c'est la première fois que je crois que j'ai utilisé vraiment de l'IA, c'était à 3 ans. Enfin, c'est pour la présidentielle française en 2022. 2 ans. On voulait mesurer le temps de parole des candidats à la présidentielle sur YouTube, parce qu'elle n'est pas mesurée sur YouTube, elle est mesurée sur la télé et la radio. Et donc, on a scrappé toutes les interventions des candidats sur YouTube. Mais pour pouvoir mesurer le temps de parole, c'était on ne pouvait pas le faire à la main, c'était trop long. Donc, on a demandé à une IA de retranscrire l'audio en écrit, et donc avec les timecodes, etc. Après, on peut en déduire le temps de parole, etc. Tout ça, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu une IA qui faisait cette retranscription automatique de cette masse de données. Et de manière générale, c'est comme ça on se dit qu'on peut l'utiliser. On l'utilise notamment aussi pour les documents. Par exemple, on donne 5000 pages de documents à une IA. Elle est capable de nous sortir en 3 heures tous les numéros de téléphone, tous les numéros SIRET d'entreprise, toutes les adresses, tous les noms propres, plutôt que de lire les 100 000 pages à la main, enfin à l'œil en l'occurrence. Tu veux ajouter un truc ? Ouais, nous on a la même utilisation pour l'instant. C'est passé vers on commence plutôt qu'on l'utilise à fond. On utilise beaucoup pour la retranscription en effet, et puis on utilise beaucoup aussi Claude et Gemini et compagnie pour nous aider à analyser des gros documents. Et puis on commence à utiliser Picarta ou d'autres intelligences artificielles pour nous aider à la géolocalisation. Mais je trouve que c'est pas encore optimal. En fait, à chaque fois qu'on en met dedans, souvent les résultats, ils partent un peu dans tous les sens. Donc je me dis peut-être qu'à terme, ça va aller mieux. Et donc je continue à persévérer, puis à balancer des images dedans de temps en temps pour voir où est-ce que c'en est. Mais j'attends encore, à mon avis, qu'il y ait un gap supplémentaire qui passe pour la géolocalisation. Puis je me dis, ça va être génial. Là, on essaye en donnant des trucs un peu simples, des bâtiments qu'on connaît et tout, juste pour l'entraîner. Je sais pas si c'est notre rôle d'entraîner l'IA. Mais il y a Google Lens. Il y a Google Lens qui marche bien, mais on s'était dit que pour d'autres... pour des images un peu plus techniques, ça serait sympa d'avoir un outil. Ouais, non, clairement, il est pas... On a un exemple de reconnaissance de paysage tout à l'heure, donc on pourrait revenir. C'était pas une question qui était prévue, mais vous venez de mentionner Google. Du coup, vous utilisez quand même quelques outils des GAFAM, et bon, c'est les plus... Principalement ça, oui. C'est les plus performants de toute façon. Ouais, c'est triste, c'est que nous, en voulant montrer comment on fait étape par étape, on s'est dit on fait de la pub tout le temps pour Google, mais c'est pas... On essaye d'aller sur Yandex aussi, etc., de montrer d'autres, mais il faut quand même dire que 90% on est sur Google.
Ouais, bah en fait, on cherche la solution la plus efficace à nos questions. Après, ouais, Yandex, c'est vrai que ça peut marcher pour des recherches en Europe aussi, mais c'est plus efficace sur des recherches en cyrillique. Bah ouais. Pareil pour les sites chinois, pour le coup, Google ne sert à rien quasiment. Mais donc on adapte un peu et il se trouve que Google a un monopole énorme sur tout l'Occident, sur tout l'Internet occidental, quoi. Et beaucoup d'argent qui fait qu'ils arrivent à faire des Google Lens plus efficaces que les autres pour l'instant, quoi. Peut-être du coup qu'on laisse beaucoup plus de traces quand on fait des enquêtes. Ça ne nous est pas encore retombé vraiment dessus. Mais c'est forcément des questions qu'on doit se poser quand on fait quelque chose de très, 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 très sensible. Mais après, on utilise des VPN, on fait des navigations privées, en binouille. On va faire un petit retour en arrière. J'ai voulu montrer un extrait de la première vidéo OSINT du monde, si je ne me trompe pas, sur les gilets jaunes. Ça date. Au début, ouais. Elle était bien celle-là. Grâce aux images qu'il nous a fournies et à celles de plusieurs autres reporters, nous avons pu constituer une séquence continue des événements qui vont suivre jusqu'à l'évacuation d'Olivier Béziat par les pompiers. Elle débute peu de temps après la dispersion de la place de la Comédie, 58 secondes avant la charge des forces de l'ordre. Un groupe de manifestants s'est fixé rue Sainte-Catherine, près de la boutique Apple. Au cours de ces 58 secondes, aucune tentative de dégradation à l'encontre du magasin n'est visible. Un homme jette cependant un projectile en direction des forces de l'ordre situées place de la Comédie, puis quitte les lieux. Quelques insultes fusent, puis on aperçoit brièvement Olivier Béziat dans le groupe de manifestants. Au même moment, on l'aperçoit également depuis une autre caméra située près des forces de l'ordre, ici. « 12 secondes plus tard, celle-ci lance une charge rue Sainte-Catherine. Des gendarmes mobiles s'élancent. Ils lancent plusieurs grenades lacrymogènes en direction du cortège, une trentaine de mètres plus loin. Je crois que j'avais volontairement coupé le son parce que c'était un peu long, mais elle continue à courir derrière. Ça me fait penser que vous disiez que l'open source, que l'OSINT, c'est avec des données open source. Ça, en l'occurrence, c'est des images que vous avez demandées à des gens. Alors on les a trouvées sur Internet. Ah oui. D'abord, puis on l'a payé cette dame qui était une journaliste indépendante pour qu'elle nous les donne. Donc on lui a parlé, mais on les a d'abord trouvées sur YouTube en l'occurrence. Dans cette enquête, effectivement, c'est pas celle qui a le plus d'OSINT en fait. Il y a quand même, je dirais, la moitié des images qu'on a trouvées en open source, on a trouvées sur Internet, qu'on a collectées via Internet, etc., qu'on a géolocalisées. Mais il se trouve qu'on est allé sur place, c'était la toute première vraiment, interroger une quinzaine de témoins qui avaient été là justement à ce moment-là, interroger Olivier Béziat aussi, qui était blessé. Donc il y a pas mal d'images qu'on a collectées en source directe, c'est-à-dire que vous étiez là, est-ce que vous avez filmé des street medics qui sont des bénévoles médicaux. T'as une GoPro, est-ce que tu avais filmé ce jour-là et qui nous a donné le fichier Et avec le rachat de Twitter par Elon Musk et de manière générale la tendance un peu des réseaux sociaux à se refermer, est-ce que c'est un danger pour l'OSINT? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura moins de données dispo? Moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de choses sur Internet. En tout cas, ça fait donc depuis 2019, depuis 5 ans que j'ai commencé à en faire, quoi. Et effectivement, le nombre de passionnés qui publient tout et n'importe quoi sur Internet. Alors, ce qui est le plus dur, c'est presque l'aiguille dans la botte de foin, c'est de trouver l'info dans la masse informationnelle qui constitue Internet. Mais globalement, il y a de plus en plus de choses sur Internet, c'est normal, il y a de plus en plus d'internautes. Il y a plein de pays dans lesquels il y avait moins d'internautes avant et il y en a plus aujourd'hui. Les nouvelles générations sont totalement internautes et publient leur vie en permanence sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude sur le fait que les gens vont arrêter de publier sur Internet. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des changements d'usage. Tu disais les canaux privés, Telegram, WhatsApp, et c'est tout à fait vrai. Et nous, on n'a pas accès parce que c'est pas public. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que les gens qui font partie de ces canaux-là, eux, publient à côté, publiquement sur leurs réseaux sociaux, ces vidéos, ces infos. La plupart du temps, les vidéos qu'on collecte sur Twitter, par exemple,
ça n'est jamais la personne qui est l'auteur des images qui l'a publié, c'est de la republication permanente. Et c'est par ce biais-là qu'on récupère des images. C'est aussi ce qui fait la difficulté, on en parlait tout à l'heure, de retrouver l'auteur. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un tel besoin d'authentifier les images en disant « Ok, cette personne publie ça, mais d'où elle la tient, où est-ce qu'elle a été prise cette vidéo, quand est-ce qu'elle a été prise, qu'est-ce qu'elle me raconte, quel est le contexte, tout ça. » Et puis, même si Twitter, bon voilà, mais en même temps, il y a à chaque fois des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. C'est ça qui est génial, je trouve, avec Lozine, c'est que des outils qu'on avait, la semaine d'après, ils ne fonctionnent plus parce que, boum, il y a le RGPD qui est passé par là, du coup, Facebook a fermé cette fonctionnalité. Hop, mais d'un coup, Telegram s'est ouvert à la recherche de messages. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est que c'est en mouvement. Ok, c'est peut-être fatigant pour nous, journalistes, parce qu'il faut tout le temps qu'on soit à l'affût. Mais en même temps, c'est ça qui va faire que chacune des enquêtes est complètement différente de l'une de l'autre et que ce qu'on faisait en 2019 n'est plus du tout ce qu'on fait en 2024 et tant mieux. Et est-ce qu'il y a des sources qui sont devenues disponibles ? Tu parlais d'une fonctionnalité sur Telegram, par exemple, qui te permet... Oui, j'ai entendu qu'on pouvait maintenant faire des recherches sur les messages fermés de Telegram. Donc, je n'ai pas encore personnellement utilisé, mais je me dis ça, c'est un truc qu'avant, il fallait vraiment qu'on connaisse la personne. Soit fallait que le canal de discussion soit ouvert, soit fallait qu'on s'abonne puis c'était visible, donc c'était pas facile d'aller chercher. Donc j'ai hâte d'essayer celle-là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus ? Moi, c'est peut-être pas une fonctionnalité, mais par exemple, si on prend les images satellites, il y a de plus en plus d'images satellites partout dispo sur la planète à des récurrences de plus en plus proches et de meilleure résolution et de moins en moins chères. Donc rien que ça, je trouve... Alors c'est pas totalement de Lozine, parce qu'une partie de ces images sont publiques et gratuites, une partie sont payantes, et donc pas tout de suite publiques. Mais quand même, pour nous, enquêteurs, c'est ultra précieux. Et a priori, dans les années à venir, ça ne va continuer. Moi, j'entends le nombre d'entreprises qui parlent de ce commerce comme étant un commerce florissant et qui envoient des flottes de satellites dans l'espace pour pouvoir faire ça. C'est assez impressionnant, quoi. Bah, merci Elon. Alors, notamment. Ouais, parce qu'il ferme Twitter, mais il a des satellites. Non, aussi, ce qui est assez fou aussi, c'est qu'en fait, il y en a plein qui sont payantes, mais en tant que média, on peut dire à Nature, par exemple, ou autres, ils ont tous des accords avec les médias. Donc, on n'est pas prioritaire, mais à partir du moment où on a fait le contact, on peut leur dire, voilà, on aurait besoin de telle image. Et c'est pas, le satellite ne va pas partir pour nous, mais ils vont dire, OK, dès qu'on y passe, promis, on vous fait cette image-là dont vous avez besoin. Et en fait, comme elle a dit, comme ils font de plus en plus de tours, il y en a de plus en plus, on a encore plus de chances d'avoir une image récente très rapidement et gratuite. Évidemment, ça part à l'armée souvent avant nous, mais tant pis. Hein. C'est clair. On peut passer à un autre extrait sur les armes suisses, où on montre justement l'usage des réseaux sociaux. Avec Light Report. Ah, cool. Cette fois, nos résultats vont bien plus loin. En cliquant sur pause, nous apercevons ce relief montagneux, qui correspond au mont Anish situé sur les îles du même nom, en territoire yéménite. La mosquée et le bâtiment rectangulaire ont eux aussi été géolocalisés sur cette île. Même vidéo, quelques images plus tard, nouvelle confirmation visuelle lors de la phase d'approche des forces navales saoudiennes. La ligne de montagne correspond parfaitement. Nous avons donc, en quelques clics, la confirmation d'armes suisses aux mains des Saoudiens sur le sol yéménite. Une île particulièrement stratégique, car elle abrite l'une des réserves d'armes et de munitions des rebelles Houthis. We have found On a trouvé une quantité énorme de preuves que l'on peut replacer de manière extrêmement précise, tant au niveau de la date que du lieu à l'intérieur du Yémen. Ceci dans un contexte d'opération militaire ayant eu un impact direct sur des populations civiles. Contacté, le SECO confirme l'exportation de 106 fusils d'assaut vers l'Arabie Saoudite en 2006. Mais il n'y a eu aucun contrôle sur place car les vérifications post-exportation n'existent que depuis 2012. Problème, ces armes suisses sont encore aujourd'hui largement utilisées, comme le montre cette vidéo TikTok postée par un soldat saoudien le 2 septembre 2021. Cette fois,
4 Six Tower 552 apparaissent clairement, tous produits en Suisse. J'ai été impressionnée par la recherche de la colline. Comment vous faites pour retrouver cette colline sur ces îles? On a un super outil qui s'appelle PeakFinder qui permet de retrouver toutes les montagnes du monde. Encore une fois, c'est un outil. Je ne sais pas si on a d'autres qui existent pour les montagnes. Nous, on utilise vraiment beaucoup celui-là, puis ça nous a servi dans d'autres enquêtes. Et en gros, si on a une idée, il faut quand même avoir une idée un petit peu approximative là-dessus. On savait dans quelle région on cherchait. Mais ça permet vraiment de ensuite aller prendre le relief, de le mettre là-dedans ou de mettre carrément ta photo dedans et puis il te retrouve le pic. Pareil, PeakFinder utilisé aussi, très pratique. Google Earth, moins précis. Ouais. PeakFinder est beaucoup plus précis et puis surtout tu passes du temps quoi. Même si tu sais à peu près où t'es, après tu regardes. Parce qu'il faut trouver le bon point de vue quoi, pour arriver au moment où les deux reliefs matchent. C'est beaucoup de temps pour le coup. C'est clair que c'est jouissif quand on voit la vidéo finale, c'est très long. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'est un outil pour les gens qui font la rando, donc rien à voir avec les journalistes d'investigation. Donc là encore, on détourne un outil qui existe. On va passer à des questions un peu plus méta. Comment on déclenche une enquête aux INT? Je pense que de la même manière qu'on déclenche n'importe quelle enquête ou même sujet journalistique, il n'y a pas de raison qu'il y ait des sujets qui soient exclus de la possibilité de l'OSINT. J'y réfléchissais, je me suis dit quand même peut-être les seuls cas dans lesquels c'est compliqué de faire de l'OSINT, c'est quand c'est des sujets tellement sensibles, confidentiels que les informations sont restées dans un salon feutré de la présidence de l'Élysée, etc. Et là, effectivement, a priori, difficile de trouver des informations sur Internet, quoi. Et encore, quand on voit les gardes du corps, en fait, on se rend compte que les lieux où dort Emmanuel Macron, en fait, sont sur Internet. Donc, à part ça, je vois pas trop ce qu'on ne peut pas osinter, comme on dit chez nous. Ce que je veux dire par là, c'est vous avez une veille avec des outils précis, ou est-ce que c'est à partir d'une intuition, comme tu viens de dire, un peu journalistique de base? Ouais, complètement. Enfin, nous, il y a quand même beaucoup l'actu alors, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas chez vous, mais on est adossé à un site d'actu, donc la guerre à Gaza, au Liban, la guerre en Ukraine, c'est un truc qu'on surveille de près. Il y a énormément d'images qui sont publiées sur les réseaux sociaux, notamment par des soldats israéliens par exemple, et on a une fenêtre quand même, tout en étant à distance puisqu'on ne peut pas aller sur place, importante sur tout ce qui se passe là-bas. Donc ouais, on fait beaucoup d'osines sur l'actu, et sur ok, il y a ces images-là, est-ce qu'elles sont vraies? Pas forcément que la guerre, il n'y a pas longtemps, l'étudiante iranienne, je ne sais pas si vous avez vu, qui protestait en sous-vêtements. Ça c'est une image, voilà, ça déclenche pas une enquête aux INT, ça déclenche juste c'est quoi cette image, est-ce qu'elle est bien prise à Téhéran ou etc. Enfin bref. Donc nous on va quand même avoir ce truc, on fait beaucoup d'actu. Après, on ne se limite pas du tout à ça. Et comme n'importe quelle autre enquête, il y a des sources qui viennent nous voir et qui nous disent ah vous devrez regarder de ce côté-là. Nous on a des intuitions, on voit passer des choses. Dans des précédentes enquêtes, on s'est dit ah faudrait creuser de ce côté-là et du coup on le fait. Et dans une vidéo qu'on doit montrer juste après, c'est pas du tout de l'actu par exemple, c'est on s'est mis à enquêter sur un événement qui était arrivé, je crois, 7 ou 8 mois avant, et on s'est pas du tout limité enfin, on l'a fait quand même malgré le fait que ce soit passé, parce qu'on considérait que c'était important, quoi. Donc voilà, c'est les deux. Tout pareil. Peut-être, oui, en fait, c'est exactement source, etc., comme un sujet classique, plus l'envie de fact-checker, je pense, encore plus les images, etc. C'est ça qui nous guide pour faire de l'OSINT. Et quand il y a beaucoup de données, je pense. Mais... Et typiquement, pour reprendre l'exemple de la guerre Israël-Palestine, qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu fais une liste des soldats israéliens qui postent des contenus et tous les matins, tu actualises un peu ta fenêtre Chrome. Enfin... Alors moi personnellement, je n'ai pas de liste de soldats israéliens. Ah bon, t'as pas ça? J'en ai quelques-uns, mais ils ne sont pas très nombreux et j'ai pas fait ce travail de lister. D'autres l'ont fait. Il y a un journaliste palestinien qui s'appelle Younis Tiraoui sur Twitter, si vous voulez aller voir. Il a clairement ça. Il a infiltré, en tout cas intégré des groupes Telegram de soldats israéliens. Il sort des choses. C'est assez intéressant. Donc tous ces gens-là font ce travail-là. Et moi, quand je me connecte le matin, les premières choses que je vois, c'est, enfin, pas que Israël évidemment, mais toutes ces images nouvelles, je les vois, quoi. Donc oui, ça fait partie de ma veille de savoir que ces choses-là sont survenues depuis hier, quoi.
Ouais, nous, on avait enclenché aussi une grosse veille sur tout ce qui était Wagner, et donc forcément, on regardait ça au jour le jour pour voir sur quoi on allait enquêter après. C'est pas des veilles faciles à faire, hein. C'est pas très agréable, et pareil pour tout ce qui est crimes de guerre, etc. Après, je trouve là, pour le coup, l'OSINT, c'est génial parce qu'on peut aider à distance sans mettre les pieds dans un territoire compliqué, pas à résoudre quoi que ce soit, mais on peut aider à notre façon, je trouve. À éclairer, ouais. Et à prouver, parce que finalement, les techniques d'OSINT, maintenant, elles sont reconnues par les tribunaux, beaucoup. Et ça peut aider à construire des cas pour prouver des crimes de guerre, etc. Et c'est vraiment bien que ça avance comme ça dans un tribunal, de dire oui, si vous faites comme ça, que vous archivez bien votre page, etc., ça sera reconnu comme un élément à charge pendant la procédure. Ouais, ça donne une sacrée responsabilité en tant que journaliste. On a beaucoup parlé du coup d'actualité. Là, vous dites que c'est possible de faire de l'actualité avec le ZINT, mais vous avez essayé de créer l'actualité, c'est ce que tu me disais quand on a préparé ça. C'est l'enquête dont je parlais tout à l'heure, ouais. On n'a pas essayé de créer l'actualité au sens où c'est sur ce coup-là, c'est nous qui allons créer l'actualité. Mais il se trouve que une des parties de l'OSINT, c'est donc révéler des choses, et je pense que quand on arrive à révéler des choses importantes et qui intéressent du monde, ça crée l'actualité de fait. Et c'était le cas de celle-là qu'on a choisi de montrer. Peut-être qu'on peut passer du coup le prochain extrait. Depuis le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza presque quotidiennement. Pour documenter ce conflit, les rares médias présents à Gaza ont profité des quelques hauts immeubles de l'enclave. C'est notamment le cas de l'agence France Presse, l'AFP et du groupe Média Palestine, dont les images ont notamment été diffusées par l'agence Reuters en direct et en continu. Mais le 2 novembre, plusieurs explosions ont lieu à proximité des caméras des deux agences. Que s'est-il passé ? Le Monde, en collaboration avec l'organisation Forbidden Stories et des médias internationaux, a enquêté sur la façon dont des journalistes ont été pris pour cible en Palestine, ce qui peut constituer un crime de guerre. Nous nous sommes intéressés aux circonstances dans lesquelles ces professionnels des médias ont été empêchés de faire leur travail, blessés, voire tués. Cette enquête nous permet de révéler que ce 2 novembre, les caméras de ces deux agences de presse ont été ciblées par des chars de l'armée israélienne. J'avais prévu un autre extrait, mais on ne va pas le passer parce qu'on va un peu manquer de temps. Comment on installe l'OSINT dans une rédaction ? Je peux parler de comment ça s'est passé chez nous. Et je crois que c'était un peu pareil chez des collègues que j'ai rencontrés du New York Times, parce qu'ils l'ont fait avant nous déjà, et à la BBC aussi, le BBC Eye. On commence par faire une enquête avec de l'OSINT pour montrer à nos collègues et souvent à notre direction, notre hiérarchie, que ça fonctionne, ça permet de sortir des vraies infos, en fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, tout simplement. Et à partir de là, on peut en faire plus, on donne plus de temps, plus de moyens. La première enquête que vous avez vue en 2019, j'étais pas censée faire de l'enquête, et on bossait un peu sur le week-end avec mon confrère Antoine, avec qui on a fait cette enquête-là. Et après ça, on a créé une vraie cellule enquête vidéo, et maintenant on est 4 journalistes à temps plein, peut-être bientôt 5, parce qu'on a réussi à montrer qu'on pouvait faire des enquêtes vidéo qui avaient du sens, étaient importantes au monde. On n'est pas encore là. Je ne sais pas comment on l'instaure. Je pense que ça part en effet de toujours 2-3 personnes dans la rédaction qui ont ce goût-là et puis ont cette envie de bidouiller un petit peu. Et puis nous, ce qu'on avait essayé de faire, c'était de créer un peu des repas du midi où on faisait... En fait, on avait chopé ça dans une des conférences d'investigation, des quiz lunch un petit peu. Puis du coup, on balançait une photo, puis c'était genre, allez, vous avez 2 minutes pour géolocaliser. Et je me dis, en fait, c'est peut-être beaucoup en passant par le jeu pour certains que ça permet de développer l'appétit et le goût et de transmettre
de transmettre des outils. Et finalement, c'est cette technique que j'ai réutilisée quand maintenant je vais dans les écoles pour apprendre aux jeunes à lutter contre les fake news, etc. Je me dis que c'est le plus simple, c'est de les faire bosser comme ça, de balancer des exemples, puis dire, allez, vous avez 2 minutes, puis essayez vous-même de vérifier cette info, de vérifier où est-ce que cette photo a été postée, de retrouver qui a posté ça, etc. Donc, je ne dis pas que c'est une recette magique, parce qu'on n'est pas non plus 150 à faire ça. Mais peut-être que après chaque midi, de te retrouver 1 ou 2 personnes en plus qui aiment faire ça, ça va permettre d'amener ça dans tous les services de la rédaction et pas juste... C'est dommage en fait quand ça reste juste dans un service particulier. Ouais. C'est ce qu'on voudrait éviter. On a fait des pizzas aux Inco. Chacun ses thèmes culinaires. Ils ont fait des pizzas. Non mais t'as raison, et on a fait un truc aussi depuis 1 an, c'est tous les trimestres. Il n'y a pas que le service vidéo qui fait de l'usine, il y en a d'autres aussi, mais... Chacun vient présenter une enquête et expliquer aux autres comment il fait à tout le monde. C'est vrai que ça marche bien. Et toi, vraiment, du coup, comment tu as réussi à le pitcher à la RTS ? J'ai eu de la chance. J'ai eu carte blanche pour créer mon émission et puis ils voulaient de l'investigation et du digital. Donc pour le coup, j'y suis allée. J'ai pas eu besoin de beaucoup me battre. Bravo. Trop bien. Parfois, la prouesse journalistique, là, vous avez parlé de plein de techniques, c'est remarquable. La prouesse journalistique, elle est superbe, mais le résultat et les choses qui sont dévoilées, ça pêche un peu. Est-ce qu'on peut faire machine arrière quand ça fait 3 semaines qu'on bosse sur un sujet, sur des images ? Oui, alors nous, on a eu de la chance. Je ne crois pas que ça se soit arrivé de killer complètement un sujet, comme on dit. Quasiment pas, en tout cas. Mais ça arrivait plein de fois que ce soit décevant que les résultats de l'investigation. Et c'est normal, sinon ce serait inquiétant presque, je pense, que ça aille toujours dans notre sens. Mais donc dans ces cas-là, on se pose la question, est-ce que ça a quand même un intérêt ? Est-ce que ça a quand même un intérêt pour le public de partager nos trouvailles ou pas ? Et dans pas mal de cas, oui, on s'est rendu compte que ça avait quand même un intérêt. Donc quelques exemples que j'ai en tête, c'est des exemples, les deux d'ailleurs, sur on supposait, notre hypothèse c'était qu'il y avait des violations de sanctions par des entreprises françaises, sanctions sur le gaz et le pétrole russe. Et dans un cas, on n'a pas réussi à le prouver, mais on avait quand même des violations de sanctions d'autres entreprises européennes, donc ça on l'a quand même raconté. Et dans l'autre cas, on n'avait pas de preuve de ces violations de sanctions, probablement il n'y en avait pas d'ailleurs, mais malgré les sanctions, le pétrole russe quand même arrivé en Europe. Et donc ça nous permettait de raconter les sanctions européennes, l'embargo, il n'est peut-être pas très bien fait, en tout cas il n'empêche pas une certaine quantité de pétrole russe assez importante en fait de continuer à arriver en Europe, donc ça a un intérêt de le raconter et de le dire, quoi. Et nous, ça nous est déjà arrivé de se poser en effet la question est-ce qu'on kill ou pas, et puis en fait dans l'émission, moi j'ai trouvé un peu la parade de me dire en fait je vais montrer quand je me plante, ce sera plus simple. Et en fait comme ça, d'un côté, ça permet d'apprendre l'outil aux gens quand même. Et puis, tant pis, je le dis, je me suis pris une porte et puis on va recommencer sur un autre outil. Puis finalement, ça devient une sorte de trame narrative qui n'est pas très drôle pour moi, mais en tout cas qui permet d'apprendre des choses, j'espère, au public. Ouais. C'est bien que tu me parles de narration parce qu'une des questions que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous faites ça en vidéo ? La première réponse, c'est parce qu'une des matières principales quand même avec lesquelles on travaille, c'est les images. Donc forcément, les montrer, puisqu'elles documentent les événements dont on parle, c'est assez utile. Et la deuxième chose, c'est même quand c'est pas des images, je dirais que c'est un peu l'argument de la preuve par l'image. C'est-à-dire que typiquement, on les a pas vus, je crois, mais les itinéraires Strava ou des documents douaniers ou plein d'autres choses qui ne sont pas des images. En vidéo, on peut les montrer. Et c'est très compatible avec l'OSINT, parce que dans l'OSINT, on a des sources qui sont publiques et qu'on peut potentiellement montrer. Là où dans des enquêtes plus traditionnelles, on ne va pas montrer la source confidentielle par définition. Donc ça permet de montrer à l'écran aux gens nos sources. Et ça a un pouvoir de conviction qui est quand même très fort. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas juste « on sait ceci, selon nos informations, il s'est passé ça, croyez-nous ». On leur dit « voilà ce qu'on sait, voici comment on le sait et d'où ça vient ». Et je crois que ça participe beaucoup à l'intérêt que les gens montrent dans nos enquêtes et parfois aussi peut-être au fait qu'ils y croient tout simplement. Là où peut y avoir beaucoup de méfiance par ailleurs envers les médias dans d'autres occurrences, quoi. Ouais, je trouve que c'est exactement ça. Ça permet la transparence et donc d'amener la confiance. Et puis quand on dit, voilà, il y a le poteau là, il y a le poteau là, il y a l'arbre là, il y a le bâtiment là, c'est un peu bizarre de le faire
si je transposais mon format en podcast, je suis pas sûre que les gens ils comprennent grand-chose, alors que là, étape par étape, ils voient. Puis, en fait, ça a ce petit côté presque magique quand on y arrive, l'OSINT. C'est pas toujours comme ça, on prend beaucoup plus de temps dans la réalité, mais ça rend bien en vidéo. Pour le coup, on a de la chance. Et puis bon, moi, je viens de la télé à la base, donc dans tous les cas, ça s'est pas posé trop la question. Et justement, là, vous venez de parler du médium, mais il y a aussi un peu la méthode. Donc, l'OSINT, c'est le fait de chercher en open source, mais toutes les deux, vous racontez aussi vos recherches. Et pourquoi on a besoin d'une telle mise en scène, en fait? Pourquoi c'est pas juste présenté comme une enquête où on montre juste les résultats et pas la façon de travailler? Nous, on fait un peu moins maintenant le côté méthode. On a trouvé cette image, vous voyez cet arbre, ce truc, ça nous permet de montrer ça. On le fait un peu moins parce qu'on se rend compte que ça nous... Enfin, déjà, on l'a déjà beaucoup fait en fait par le passé, donc il y a même pour nous un côté un peu répétitif où on se dit bon, j'ai encore montré l'arbre et le truc, donc on le fait moins. Par ailleurs, ça nous permet de dire moins de choses dans les formats parce que nos formats sont beaucoup plus courts que les tiens, donc à des moments il faut faire des choix. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour la raison que je viens de dire, c'est-à-dire je pense que ça permet de dire aux gens on vous dit pas ça, on vous demande pas de nous croire sur parole, on vous montre d'où ça vient. Faites-nous confiance, accompagnez-nous, refaites-le chez vous si vous voulez. Enfin, il y a quand même ce truc avec l'OSINT qui est génial, tu disais de ça tout à l'heure, je suis hyper d'accord. C'est pas difficile, c'est accessible pour tout le monde. Et nos enquêtes, elles sont la plupart du temps très reproductibles. On met souvent un document source dans nos descriptions de vidéos. Et les gens peuvent s'amuser s'ils veulent à refaire l'enquête chez eux. Et donc, s'ils arrivent à la refaire chez eux, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas y croire, au fond. Ouais, moi j'aime bien l'aspect tuto en fait. Les tutos ça marche, et les tutos ça marche sur n'importe quoi, sur le jardinage, sur tout. Moi je regarde des tutos sur tout. Mais je me dis, peut-être que j'aurais aimé, puis j'en ai suivi des tutos d'OSINT, beaucoup des trucs d'américains au final. Je me dis, tant mieux si nous aussi, dans la francophonie, on peut faire nos propres petits tutos d'OSINT, ça servira peut-être à quelqu'un derrière. Et puis je pense aussi qu'il y a un intérêt du public, au-delà de la transparence, aussi de se dire, bon, il y a quelqu'un qui me parle, on s'adresse à moi, enfin, il y a un rapport peut-être plus communautaire. Oui, ça c'est la vidéo en général, je pense. Ouais, c'est vrai. Pour passer à une partie plus éthique, quel droit d'auteur pour les images? Quelle rémunération pour les images? Parce que finalement, est-ce que, par exemple, on a vu les images que vous avez sorties des réseaux sociaux, de TikTok et tout ça. Est-ce que cette personne, vous l'avez contactée, vous lui avez dit, on va utiliser T-Rush pour notre documentaire? Est-ce que vous l'avez payé? Alors non, le soldat yéménite, je ne l'ai pas payé. Alors, éthiquement, on devrait contacter chacune des personnes, vérifier que c'est bien elle qui est la source de l'image. Et nous, on ne payerait pas. Par contre, ça, c'est hors de question. Donc, tout ce qu'on pourrait dire, c'est que, bien évidemment, on va vous créditer, c'est-à-dire on va donner votre nom, tout ce qu'on peut donner sur vous pour rendre hommage à l'auteur de la vidéo. Donc, cette partie-là, on le fait. On crédite, nous, il n'y a pas une seule image qui n'est pas tournée par nous, qui n'est pas créditée, donc ça demande beaucoup de temps. Mais par contre, on prend moins de temps pour contacter chacune des personnes, etc. Je pense qu'on le fait que si c'est extrêmement sensible, si une personne se met, si c'est son intimité, si c'est vraiment... Sinon, si c'est une vidéo de soldat, je me dis, il a fait une bêtise, et puis... C'est peut-être pas bien que j'ai dit ça, je sais pas. Je réfléchis en même temps. Le cadre légal français est assez flou sur tout ça, je crois qu'il est un peu différent de chez vous. C'est beaucoup du cas par cas, mais en gros, la règle de base qu'on se donne, c'est, en termes de rémunération en tout cas, c'est que quand c'est des journalistes, évidemment, parfois il y a des citoyens journalistes, en fait c'est beaucoup arrivé pendant les manifestations en France, pendant les Gilets jaunes notamment. Nous, on rémunère les gens qui sont allés quand c'est du travail, c'est-à-dire qui sont allés sur le terrain en anticipant de filmer parce qu'il y avait un événement digne d'intérêt journalistique et potentiellement pour vendre les images ensuite. Dans ce cas-là, on les rémunère parce qu'on considère que ce serait du vol sinon. Mais dans le cas des images dites amateurs, donc en gros, c'est pas quelqu'un qui est allé travailler pour prendre ces images. Typiquement, on avait parlé du cas des beepers au Liban. La vidéosurveillance où on voit le beeper exploser, c'est très probablement le patron du supermarché où il y a des caméras de vidéosurveillance ou l'agent de sécurité qui a filmé l'écran de la caméra de vidéosurveillance et qui l'a publié qui l'a envoyé à sa famille et son petit-neveu l'a envoyé sur TikTok. Enfin, je sais pas, c'est probablement un truc comme ça qui s'est passé. Donc il n'y a pas de volonté
de travailler pour obtenir ces images et de les publier contre rémunération, quoi. Pour nous, ça devient un document, donc il faut le vérifier. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais ça ne doit pas être... Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de rémunération à réclamer là-dessus, quoi. Et nous, on s'appuie beaucoup sur tout ce qui est droit de citation, en tout cas en Suisse. Ouais. Par exemple, comme si je voulais reprendre un extrait du Monde, je devrais dire cette image, j'ai trouvée dans le Monde, et puis mettre la source, etc., puis montrer tout le cadre. Et en fait, c'est ce qu'on fait pour voler rien. C'est que si je prends quelque chose qui est issu de X, je vais mettre tout l'encart X, etc. Comme ça montre bien que je ne suis pas en train de piquer une image à quelqu'un. Je vous montre là où je l'ai vue. C'est comme si j'étais en train de refilmer une télévision. Ça se fait, des fois, on n'avait pas les droits pour n'importe quoi, le Grand Bleu. Mais bon, on n'avait pas les droits pour une chanson qu'on voulait absolument passer dans un reportage. Du coup, on la met sur l'autoradio et puis l'autoradio la joue dans la voiture, etc. C'est des façons un peu détournées du droit d'auteur, mais c'est ce qui aide quand même, parce que sinon, chaque image pourrait vite coûter entre 250 et 500 francs. Puis en fait, on ne peut pas s'en sortir. Donc quand c'est un vrai journaliste ou un vrai photographe qui a évidemment produit et travaillé, on rémunère, on ne vole rien. Quand c'est de l'amateur, c'est plus compliqué. Ouais. Est-ce que vous vous posez parfois la question de la sensibilité des informations que vous révélez? Est-ce que vous vous dites, là, j'ai trouvé une super info, mais en fait, ça met en danger la Suisse, ou ça met en danger un pays? Le monde. Oui. Le plus souvent, quand même, c'est pas de ce niveau-là de dangerosité. Pour Strava, c'était le plus sensible qu'on ait eu, donc on a fait ça de manière très carrée. On m'a envoyé 15 jours à l'avance un mail. Alors d'abord, on a voulu les rencontrer, ils n'ont pas voulu, donc on a envoyé un mail 15 jours à l'avance avec toutes les infos en disant voilà, on ne fait pas ça de manière mal intentionnée. Pour nous, c'est d'intérêt public que cette faille de sécurité soit dévoilée. En revanche, ce n'est pas d'intérêt public que le nom de ces gardes du corps soit dévoilé. Voilà. Donc on vous propose de vous envoyer ces données et vous pouvez, avant publication, puisqu'on ne publie que dans X jours, sécuriser ces données. Donc ça, c'est le cas extrême où on se dit, c'est quand même la sécurité d'Emmanuel Macron, en faisant un peu gaffe, machin. Sinon, souvent, ce qui se pose comme question, c'est l'exposition des gens eux-mêmes. Donc là aussi, la règle d'or, en gros, c'est on n'expose pas publiquement des gens qui n'ont rien demandé. Donc très souvent, on floute, on caviarde, on anonymise de manière générale. Il y a une question un peu différente, je trouve, pour ceux qui sont les responsables des choses dont on les accuse dans l'enquête. La question qui se pose, c'est est-ce que c'est d'intérêt public de donner le nom? Tu parlais tout à l'heure des cours pénales et du fait que l'OSINT peut servir à prouver des crimes. Et voilà, est-ce qu'il ne faut pas donner le nom de ces gens-là? Est-ce que ce n'est pas là encore d'intérêt public? Au Monde, on est plutôt conservateur sur cette question-là. On va plutôt avoir tendance à dire, nous, ce qui est d'intérêt public, c'est que les gens, l'opinion publique, soient au courant que ça existe. Par exemple, on s'est beaucoup posé la question sur les violences policières qu'on a traitées en France. C'est important que le public sache que oui, il y a bien eu un coup de matraque, un tir de LBD, intentionnellement, alors qu'il n'y avait pas besoin, ça existe. Mais on ne va pas donner le nom du policier qui est responsable, parce qu'il pourrait lui arriver tout un tas de choses terribles si on le faisait, et que ce n'est pas à nous de faire justice. Il y a la justice pour ça. D'ailleurs, on a eu des contacts avec la police à ce moment-là, et on leur a donné les informations pour le coup, pour que l'IGPN, qui est la police des polices chez nous, puisse faire son enquête en interne et faire son travail, et que la justice puisse punir les coupables s'il y a lieu d'eux. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, tout ça pour dire que nous, on décide de ne pas le faire, de ne pas nommer les gens, même quand ils sont responsables de méfaits, en gros. C'est pas le cas de tout le monde, c'est un débat journalistique, je pense qu'il faut avoir. Et j'ai des confrères avec qui on en a parlé, qui, eux, ont fait un choix différent, et je le comprends. C'est l'extrait que je t'ai proposé qu'on passe après aussi. C'est la Bellingcat et la BBC qui ont enquêté sur la tentative d'assassinat, même s'il a depuis été vraiment assassiné, Alexei Navalny, opposant à Vladimir Poutine. Et ils décident dans cette enquête de donner le nom d'un des agents du FSB qui est responsable de cette tentative d'assassinat. Et je trouve que dans leur cas, ça se justifie plus parce qu'on est dans un pays où la justice ne fait pas son travail. Donc il est un peu plus d'intérêt public de mobiliser l'opinion et de dire voilà, le principal opposant politique à Vladimir Poutine, on a essayé de le tuer, c'est des agents du FSB, c'est cet agent du FSB. Il y a un peu un projet politique derrière le fait de faire ça, et en même temps, je peux comprendre pourquoi en Russie, dans le contexte de ce pays, on a envie de le faire, quoi. On peut peut-être regarder. Oui. Je crois que c'est pas l'exemple de Gaza qui va suivre, c'est 2-3 slides après.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Journalists at Bellingcat, The Insider, and BBC Eye investigations can now reveal that in the year running up to his murder, Boris Nemtsov was being shadowed by a government agent linked to a secret assassination squad. According to his documents, the man's name is Valery Nikolaevich Sukharev, and all the evidence indicates he serves with the FSB. Sukharev has no public profile and, as far as we can tell, was unknown to Nemtsov. But when we got hold of the train and flight reservations Sukharev made that year and checked them against the known movements of Nemtsov, an unmistakable pattern emerged. We've reconstructed Nemtsov's movements by cross-referencing his travel booking data against his phone records and his social media posts. Most of these trips took him from Moscow, where he lived, to Yaroslavl, where he sat in the regional parliament. According to the booking data we obtained, these are the journeys taken by Boris Nemtsov in the year running up to his murder. And these are the trips made by FSB agent Valery Sukharev. Sukharev made 15 round trips. On 13 of these journeys, he was shadowing Boris Nemtsov, including on a round trip from Moscow just 10 days before Nemtsov was killed. Pardon, c'est pas du tout Navalny, c'est Nemtsov. Il se trouve que Bellingcat a aussi enquêté sur la tentative d'assassinat par des agents du FSB de Navalny également. Ok, vous avez tous entendu? Pardon, désolé. Pardon, donc c'était Boris Nemtsov, l'opposant en l'occurrence, pas Alexei Navalny. J'ai confondu parce que Bellingcat a aussi travaillé, pas avec la BBC, mais a aussi travaillé sur la tentative d'assassinat d'Alexei Navalny. Ils en avaient fait une grande vidéo avec Navalny à l'époque. Et il faisait la même chose et il révélait aussi le nom de plusieurs agents du FSB qui étaient responsables de cette tentative d'assassinat. Et pour entamer la conclusion et après vous passer la parole, le micro, où on en est aujourd'hui de l'OSINT dans le journalisme? Est-ce que ça prend, ça monte? Est-ce que l'âge d'or est derrière nous? Tu veux y aller? Moi, je pense pas qu'on l'âge d'or est derrière nous. J'ai l'impression que justement les toutes jeunes générations de journalistes, ils commencent à sortir de l'école en étant formés. Donc on est au contraire vers des années qui vont s'intéresser, enfin qui vont être super intéressantes avec ces jeunes qui vont arriver en rédaction. Non, je pense franchement on en est pas du tout, on n'est plus au début, mais on n'est pas encore arrivé au sommet de ce qu'on peut faire, je pense. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que peut-être la hype un peu, je sais pas si vous avez eu pareil aussi, mais il y a eu un moment où il y avait pas mal d'émissions médiatiques qui parlaient de ça, et peut-être que cette hype-là est un peu passée, parce que maintenant on parle de ChatGPT et d'IA, et c'est un peu ça le nouveau truc. Mais il n'y a pas trop de raisons que ça s'arrête, et je pense que c'est une telle mine d'or en termes journalistiques que ça ne va que continuer à servir dans des rédacs, et effectivement par des gens qui vont être plus acculturés à ces méthodes-là, qui sont les gens qui sortent d'école, qui sont en école, etc. Et est-ce que vous voyez des limites ou des freins qui pourraient exister? On a parlé du droit d'auteur, par exemple. Est-ce que vous voyez des choses qui compliquent le travail et qui pourraient le compliquer à long terme? Moi, il y en a un qui m'inquiète quand même. On a parlé en filigrane plusieurs fois, c'est l'IA, et c'est notamment la capacité de plus en plus forte des IA à fabriquer du faux. Alors, en termes d'image, mais pas que. Des faux messages aussi, des faux sites Internet. Et donc, dans cette masse déjà très, très vaste d'informations qui existent sur Internet, il va falloir que nous, on soit de meilleurs pour discerner le vrai du faux de plus en plus. Je ne dis pas quand ce ne sera pas possible, je ne sais pas en fait. Je pense qu'en tout cas, ce sera de plus en plus important d'avoir un travail de vérification. Mais c'est vrai qu'il y a un scénario catastrophe dans lequel on ne peut plus du tout se fier à Internet à l'avenir. Et ça, ce serait un sacré frein à l'OSINT, puisque ça se repose quand même là-dessus.
Et en même temps, ça nous poussera à trouver encore d'autres outils et à renforcer l'aspect fact-checking. Donc peut-être on fera plus des enquêtes comme on fait là, mais on fera à fond plus du fact-checking tout le temps pour déceler le vrai du faux. Et ça, il y aura encore tout le temps besoin. Donc en même temps que l'IA monte, les outils montent aussi. Donc d'un côté, j'ai une petite note positive aussi. T'as raison. Et la justice, on en parlait pas mal juste avant la conférence, où vous voyez un risque que ça se referme sur les journalistes, par exemple qu'on protège beaucoup plus les entreprises, les personnes privées. Moi, j'ai l'impression qu'en faisant ces enquêtes aux INT et en montrant les preuves, c'est justement les enquêtes qui sont les plus implacables. Donc, sauf si en effet on s'est fait duper par un faux, il n'y a quasiment aucun risque sur ces enquêtes-là qu'on se soit planté. Et on montre comment on a fait, on montre tout à l'écran. Donc, on se fait beaucoup attaquer pour d'autres choses, mais pas pour ces parties aux INT, en tout cas pas de mon côté pour l'instant. Ouais, non plus. Puis on en parlait juste avant et j'ai l'impression que vous avez aussi, enfin, via, j'ai déjà oublié le cycle, l'AIEP, beaucoup de plaintes potentielles et que ça peut causer un peu de temps. On a moins ce truc-là en France, en tout cas, ça n'osait pas trop arriver. Côté justice et entreprise, il y a une pression qui existe. Total Énergie en France, par exemple, est persuadé que le monde les persécute et refuse de répondre à nos interviews. Mais bon, tout ça, c'est le jeu, quoi, c'est normal. Et j'ai pas l'impression que ce soit un frein particulier plus que ça. Bon, mais à vous, est-ce que vous avez des questions? Il y a des pans qu'on n'aurait pas abordés? Vous avez beaucoup parlé de l'aspect participatif de votre travail, vous sollicitez des gens en négociation sur des recherches. Comment vous êtes en fait vraiment sûr que les gens ont sollicité des informations qui sont chaudes? Je complète. On les croit pas sur parole. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les sources fermées, les sources ouvertes, et justement certains journalistes plus traditionnels qui vont avoir plus tendance à dire alors je dis pas du tout que l'enquête traditionnelle se repose sur une seule source et dit si je le crois sur parole, c'est pas vrai, les gens croisent leurs sources et font le travail d'enquête. Mais nous encore plus, on va aller chercher ailleurs que chez les humains des manières de recouper de recouper ce qu'ils nous ont dit, quoi. Il y a cet exemple que pendant le mouvement MeToo en France, on a beaucoup communiqué là-dessus. C'est particulièrement difficile d'enquêter sur MeToo, puisque c'est par définition très humain et du déclaratif, des violences sexuelles, etc. Une des manières que les journalistes, moi j'ai pas du tout bossé là-dessus, mais que les journalistes qui bossaient là-dessus m'ont raconté pour montrer comment elles faisaient pour essayer de recouper et de pas se fier uniquement à ce qu'elles disaient, c'était poser beaucoup de questions à la personne sur le contexte de ce qui se passait ce jour-là. Puisque il peut y avoir des souvenirs très précis, mais du coup, est-ce qu'il faisait beau aussi? Est-ce qu'il y avait du vent? Est-ce qu'il pleuvait? Et d'aller vérifier si c'était bien le cas. C'est un petit exemple, et c'est une sorte d'utilisation d'OSINT, d'ailleurs, j'avais jamais pensé, puisqu'elles sont allées regarder l'historique météo sur Internet. Mais c'est des choses comme ça qui permettent de vérifier les dires d'une personne. Après, il peut y avoir des contradictions dans les dires d'une personne, parce que l'erreur est humaine, encore une fois, les oublis, etc. Mais si ça s'accumule, on peut commencer à se poser des questions. Voilà ce que je dirais. Et puis, sur chaque personne qui viendrait en disant j'ai des infos ou j'ai une vidéo, etc., peut-être la première des choses qui n'est pas aux INS, mais c'est de parler longuement. Bon, checker son profil, ça c'est aux INS, mais évidemment, ça on le fait tous. Puis, des fois, les gens avec qui on arrive ou on parle pour la première fois, ils disent mais vous savez déjà tout ça sur moi? Oui, pardon, je vous ai vérifié, mais parce que c'est pas que je vous fais pas confiance, etc. Puis je le dis toujours très gentiment. J'ai toute envie de vous faire confiance, mais par contre, je vérifie beaucoup. Et puis, de comprendre les motivations de la personne. Je pense que c'est le plus important, d'essayer de savoir si elle est mue par j'ai envie de me faire mon patron, j'ai envie de me venger de quelqu'un. Puis du coup, si ça sent mauvais comme ça, je dis bon, peut-être que la vidéo est géniale, mais je peux pas vous croire sur parole du tout. Il y a trop de volonté de se venger, par exemple. Donc, mais ça a aussi beaucoup de feeling. Hein. Il n'y a pas que de l'osine pour faire ça. Hein. Merci. Comment vous choisissez le bon moment pour publier les résultats de votre travail? Parce que, par exemple, dans l'exemple du soldat israélien,
quand on publie, on avertit ce soldat, on avertit l'établissement à ce qu'il y a une fuite d'informations au niveau de leurs soldats. Et alors, comment vous choisissez le bon moment de faire ça? Ça, c'est une première question. La deuxième question, ça sera comment vous choisissez votre position éthique ou neutre envers les topics que vous travaillez sur, comme par exemple le président Macron. Il y a peut-être des gens qui ont envie de voir cette fuite être utilisée. Alors, comment être un peu neutre envers ça? Oui, c'est vrai, on a eu des gens qui nous ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez publié la faille? Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas servi pour assassiner Emmanuel Macron ?» Vous faites ça. Et on a reçu des gens qui nous ont dit ça, qui n'étaient pas contents qu'on ait publié l'enquête, parce que maintenant elle ne pourrait plus servir, puisque la faille de sécurité, a priori, risque d'être comblée. Pour la première question, comme toute enquête, comme tout sujet et enquête journalistique, on fixe des deadlines pour nos travaux, et donc on a toujours un peu en tête à un moment, en tout cas nous, hein, une date où on sait qu'on, dans ces eaux-là, on a envie de publier, qu'on s'est dit entre nous. Souvent ça bouge et ça évolue, ça, c'est sûr. On choisit cette date parfois aléatoirement, parfois en fonction des événements. On sait qu'il va y avoir les 1 an du 7 octobre, par exemple. On se dit c'est un bon moment pour parler de ce qui se passe à Gaza. Voilà, on va publier cette enquête à ce moment-là, par exemple. Alors, après, comment on gère le fait le contradictoire, en fait, parce que dans chacune de nos enquêtes, on envoie des questions aux personnes qu'on accuse, et on leur donne un temps donné pour qu'ils puissent répondre. On leur demande de répondre avant telle date, à telle heure, en leur disant que s'ils ne répondent pas avant cette date-là, on ne pourra pas intégrer leur contradictoire dans notre résultat, dans notre vidéo. Donc parfois et très souvent, ça repousse un peu la deadline parce qu'ils sont là, ils nous répondent une demi-heure avant la fin. Ils nous disent, s'il vous plaît, encore 24 heures, on n'a pas eu le temps. Si vous publiez, on vous poursuit de toute façon, donc attendez 24 heures. Donc on attend 24 heures et on publie. Donc souvent, c'est décalé un peu comme ça, et c'est ça qui fixe la date finale de publication. Ça bouge beaucoup dans les derniers jours chez nous. Ouais, exactement pareil. On se fixe à peu près 2 semaines pour envoyer les confrontations, surtout si on envoie beaucoup de questions, et pour leur laisser suffisamment de temps. Après, on estime que les personnes qui sont très habituées aux médias ont réduit le temps qu'on leur laisse, parce qu'on se dit qu'ils connaissent le métier par cœur, ils ont leurs avocats qui vont bosser dessus, etc. Ils n'ont pas forcément besoin de 2 semaines, mais globalement, on laisse 2 semaines. Et sur les deadlines, en fait, oui, évidemment qu'on se met des deadlines parce qu'on est tous financés, et puis on ne peut pas passer des années sur une enquête. Et après, en même temps, des fois, on a envie de dire il me faut un petit peu plus de temps. Plus on a de temps, plus on trouve des choses. Donc c'est ça qui est aussi compliqué. Mais je pense que c'est très bien. Et c'est ce qu'on se fait, nous, en tout cas dans l'équipe, c'est qu'on se fixe quand même une fin. Parce que sinon, on s'en sort jamais. Puis on a tous la même envie de continuer. Et vous avez un délai, du coup, pour les vidéos? Vous mettez à peu près combien de temps pour chacune? Nous, on publie une vidéo par mois, à peu près. Mais ça ne veut pas dire que l'enquête se fait en un mois. Ça veut dire qu'on essaie d'en avoir plusieurs sur le coude, mais qu'on essaie d'avoir un rythme, on va dire entre 1 et 3 mois. Le temps de production, du coup, c'est entre 1 et 3 mois, tu dis? Un peu pareil, peut-être plus souvent 2 mois que 3 quand même. Même si, il y a eu des exceptions, pas mal. C'est à peu près le même délai. Et dans cette période-là, le temps de fabrication de la vidéo pure, c'est-à-dire écriture, montage, graphisme, etc., c'est long aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a ce truc-là. Chez nous, c'est au moins 3 semaines, parfois plus. Et donc le temps d'enquête, il faut le déduire de ce que j'ai dit. 3 mois moins 1, par exemple, 2 mois d'enquête, quoi. Et ce qui arrive tout le temps, c'est qu'on commence à monter et qu'en fait, on continue encore à recevoir des réponses et à enquêter. Ouais, tout rebouge. Merci de vos présentations. Il faut bien coller le micro sur le menton. Oui, merci de votre présentation et des informations partagées. Ma question, c'est un peu près de quelle est en fait votre attitude personnelle en tant que journaliste et puis tout simplement en tant que citoyen vis-à-vis de cette idée de modération des réseaux sociaux. Pourquoi je pose cette question? Parce que il y a quelques mois, on a arrêté
le patron de Telegram en disant qu'il voilà, il ne modère pas. Et maintenant, on voit par exemple, vous avez toutes les deux souligné que dans l'investigation, pour vous, les réseaux sociaux, c'est du pain béni parce que voilà, surtout que aussi maintenant, vous pouvez utiliser ces preuves en fait dans les tribunaux. Mais d'un autre côté, il faut aussi prendre en considération que beaucoup de criminels, des criminels de guerre, pour eux, c'est un moyen aussi vis-à-vis de leur gouvernement, armée et compagnie, en filmant justement leurs exactions, d'avoir un avancement professionnel parce que la dépersonnalisation des victimes, il paraît que ça fait partie maintenant de la stratégie. Alors maintenant, c'est ça ma question, même si c'est un outil qui est pour vous vraiment très utile, mais quelle est votre attitude à toutes les deux, en fait, votre avis personnel et aussi journalistique vis-à-vis de cette idée de modération? Merci. Pour moi, ça me paraît presque évident, mais ce qu'on fait, nous, le journalisme qu'on fait, on le fait en réaction à ce qui se passe dans le monde et dans la vraie vie par ailleurs. Donc si les réseaux sociaux encouragent, comme vous décriviez, je ne connais pas ce sujet, mais des comportements, des crimes par des soldats, par exemple, qui publieraient des tortures de gens pour les dépersonnifier, etc., et publiés sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas parlé des réseaux sociaux, je parlais en fait de leurs supérieurs. Oui, d'accord. Dans le Japon médiéval, les samouraïs qui voilà. s'étaient encouragés de décapiter leurs Ouais. victimes et qui arrivaient chez leur maître avec les têtes pour être payés. Ah, c'est là. Certaines armées, ils demandent des preuves pour préciser, Oui, je vois. pour rajouter des crimes. Oui, j'avais compris. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que si le fait de pouvoir le publier sur les réseaux sociaux, pour eux, ça les encourage d'une certaine manière à faire ces crimes, ou en tout cas, il faut évidemment punir ça, empêcher ça, modérer ces contenus, c'est une manière de le dire. Mais et moi, je serais très contente que ces contenus n'existent plus. J'ai aucun problème à ce que ça n'existe pas et que je puisse pas m'en servir pour une enquête après. Il se trouve que les réseaux sociaux, ça reflète le bien et le mal de tout ce qui existe sur la planète. Donc nous, on s'en sert forcément. Mais moins il y a de choses de cet acabit-là, mieux je me porte, je pense que... Et puis sur la gestion des commentaires en eux-mêmes, en effet, si un réseau décidait de les couper complètement, on aurait moins accès à des informations, mais on a déjà suffisamment à faire avec le contenu même qui est publié, donc ça serait dommage pour nous, mais en tant que citoyenne et en tant que juste humaine, je me dis tant mieux, ça enlèverait des choses atroces de ces réseaux, donc je suis un peu partagée. En tant que journaliste, je me dis c'est bien que tous ces commentaires existent parce que je peux piocher dedans, mais honnêtement pareil, en tant que citoyenne, s'ils pouvaient disparaître, ça ne me dérangerait pas non plus. Merci beaucoup, c'est passionnant. On est dans un environnement d'économie des médias qui est malheureusement assez obsédé par les concepts de monétisation, de rentabilité. Toute heure investie de travail journalistique doit quelque part être investie à bon escient parce que les ressources sont ce qu'elles sont, etc. Enfin, on est tous confrontés à ça. Et je me demandais comment est-ce que... quelle serait selon vous la meilleure façon d'amener ça dans cet environnement-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait pitcher, par exemple... un consortium international qui réduirait les efforts, par exemple? Est-ce qu'il faudrait pitcher une forme de monétisation du type on produit 5 par an, mais seulement pour nos abonnés, et donc on les fait payer? Est-ce qu'il y a des modèles de crowdfunding qui vous semblent pertinents? Enfin, comment est-ce que dans cette réalité-là, et je me permets de le dire aussi parce que je bosse autant et qu'on est très confronté à ça comme tous les autres, comment est-ce que vous seriez ça, quoi? Non, je t'en prie, j'hésitais. Nous, en tant que RTS et service public, on n'a pas cette pression de la monétisation, même si évidemment qu'on a d'énormes pressions de budget, et encore plus en ce moment. Donc on se dit qu'en tout cas, on doit faire en sorte que nos vidéos aient un impact, et en termes de clics, en tout cas, malheureusement, on est obligé de passer par là. Et en termes de révélation, on ne peut pas passer 3 mois s'il n'y a pas une vraie grosse révélation derrière, sinon c'est sûr que moi je vais me faire taper aussi. Par contre, recourir à un consortium,
on est dans des consortiums européens et internationaux, mais on ne peut pas les utiliser du tout pour faire de l'enquête suisse. Et puis, mine de rien, l'enquête ultra-locale, c'est celle-là qui va faire que les gens continueront à nous regarder ici en Suisse et puis lire Le Temps, etc. Donc, je ne suis pas sûre que ça soit un modèle qui soit viable. Je pense que le modèle de l'abonnement, c'est faire un produit de qualité, d'en faire peu et de trouver des abonnés, ça reste malheureusement la meilleure solution, même si c'est très très dur de convaincre chacune des personnes de s'abonner, mais on n'a pas trop le choix. Et de peut-être trouver des fonds aussi, tout ce qui est des fondations, il y a de l'argent qui existe, même Google met de l'argent pour faire du fact-checking, pour faire de l'enquête, etc. Ok, on tape beaucoup sur eux, mais mine de rien, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas aussi prendre l'argent là où il est pour pouvoir faire notre job et puis de le faire correctement de manière indépendante. Et évidemment, ça pourra limiter le jour où on voudra faire une enquête sur Google, mais pour le reste du temps, je pense qu'il faut aussi aller taper dans les fondations qui ont de l'argent et qui peuvent financer nos projets. Un peu comme nous, on n'est pas le service public, Le Monde, mais on n'est pas les moins bien lotis en termes de résultats, d'audience, etc. Je crois qu'on est parmi les médias presse écrite qui s'en sortent le mieux en France. Donc je pense qu'on vient un peu moins la pression que d'autres rédacteurs peuvent avoir, mais on a totalement la pression. Et comme toi, je ne peux pas consacrer trop de temps sur une enquête sans valeur ajoutée importante, sinon ça se passe moins bien. Et je suis un peu nulle dans toutes ces questions de business médiatique, mais ce que je peux dire, c'est que nous, en vidéo au Monde, il y a eu un changement de politique récemment, justement, qui va dans le sens des abonnements, puisque historiquement, on est un produit d'appel, comme ils disent, c'est-à-dire qu'on est en gratuit, et l'idée, c'est de donner de la visibilité, de faire venir du monde via le biais des vidéos pour ensuite aller s'abonner, acheter des journaux. Et là, de plus en plus, on passe nos vidéos en abonné only, pour que ça convertisse, comme on dit, pour que les gens puissent venir vers chez nous. Donc je pense que de toute façon, c'est le business model du Monde depuis longtemps maintenant, celui de baisser l'importance de la publicité dans ses revenus et d'augmenter celle des abonnés, qui sont aujourd'hui, je crois que ça représente 2/3 de notre budget abonnés, plus vente au numéro. On peut prendre encore quelques questions. Juste en attendant, je vous ai mis tous les liens des vidéos qu'on a passées. Si vous voulez les voir en entier, la plupart, elles sont toutes disponibles sur Internet. Normalement, le QR code marche. Et après, si vous restez jusqu'à la fin, on vous donne la prochaine date de la conférence que la GJ organise. Voilà, ce sera le 5 décembre. Vous allez voir ça. Une autre question ? C'est quoi ? Je pense. Félicitations pour ce que vous faites, parce que c'est une grosse dose de travail et je suis fatigué à imaginer le travail que ça demande, donc bravo. Moi, j'avais envie de poser une question plutôt personnelle sur ou en tant que journaliste. C'est pour votre pression, c'est des nouvelles plateformes, c'est des nouveaux outils. Cécile, toi, tu incarnes en plus ça. Donc, tu incarnes l'enquête, tu es très exposé. Comment on se protège? Est-ce qu'on a un service juridique, une rédaction en chef qui protège, etc. Et ça peut être, personnellement, ça peut être, on porte une enquête pendant 1, 2, 3 mois, parfois de manière collaborative, donc c'est-à-dire qu'on doit faire confiance aussi aux gens. Je me mets à votre place et je me dis, mais ça doit être lourd à porter, quoi. C'est très exposé, qui plus est quand on l'incarne, quoi. Oui, c'est vrai. C'est très. Je peux pas dire l'inverse. C'est à la fois très passionnant, mais c'est à la fois complètement énergivore. Et puis, en effet, je suis en première ligne. Donc, en première ligne pour les commentaires haineux, pour tout ce qui va. Mais bon, ça, on apprend doucement à se blinder, même si c'est pas facile. Mais en première ligne aussi pour tout ce qui est attaque juridique. Et en fait, depuis qu'on a lancé vraiment en mars 2024, on n'arrête pas d'avoir des plaintes, des procès, etc. Pour l'instant, on gagne, donc c'est ça qui fait tenir. Et en effet, il y a un service juridique qu'on utilise vraiment beaucoup en ce moment. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont nous soutenir. J'ai entendu qu'il y avait des changements aussi au sein de la RTS et puis qui seraient plus aussi soutenants que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc ce qu'on va nous demander, c'est d'être irréprochable. Sauf que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et en effet, quand on fait de l'enquête collaborative, nous, on travaille en plus, on demande à des gens lambda, des étudiants, des bibliothécaires, des ingénieurs, etc., de nous aider dans les enquêtes. Donc, c'est vrai que ça me demande après... On a mis en place, en fait,
ce qu'on fait, il y a Sébastien qui est dans la salle, il y a Aline qui est dans la salle aussi. On a mis en place une sorte de carnet de bord et puis jour après jour on écrit ce qu'on fait. C'est vraiment basique, mais ça fait que moi à la fin je repasse tout et je m'autocritique de partout et je me dis moi j'ai une trace dès que le procès arrivera, parce que c'est pas quand est-ce qu'il va arriver, c'est on sait. Et ça me permet de suivre et de pas dire ah il a trouvé que, donc je vérifie tout. Et c'est hyper chronophage, mais en même temps, j'ai pas trouvé de meilleure solution pour l'instant. Et ça me plaît quand même de me dire que je continue à ouvrir mes enquêtes à tout le monde, à la rendre collaborative, parce que je trouve que c'est ça qui est très passionnant, malgré la quantité de travail que ça implique. Un peu comme toi, on a mis en place un circuit copie avec beaucoup de personnes impliquées qui viennent pour rechecker les choses qu'on a faites. Les petits carrés de couleurs qu'on met sur les géologues, c'est parce que ça me fait plaisir aussi. Mais parce que quand on dit, voilà, j'ai géolocalisé cette image à son collègue, on lui fournit la preuve de cette géolocalisation, on ne se contente pas de lui dire que c'est bon, c'est vérifié. Il y a un document qui répertorie tout ça. Donc tout ça, ça rassure, ça permet de retrouver des traces sur des enquêtes qui sont pendant des semaines, il y en a besoin parfois. Donc voilà, moi c'est ça qui me rassure beaucoup, le travail collectif, le double check comme on dit chez nous, le fait qu'on on est plusieurs. Et puis au-delà de tout ça, on a la chance d'avoir, on a moins de problèmes juridiques que vous, j'ai l'impression d'en parler juste avant. J'ai pas l'impression que c'est pas le même pays, pas la même culture là-dessus. Il y a beaucoup de moins de problèmes de cet acabit-là. Mais la terreur chez nous et de mes collègues, de moi-même, même si je l'ai un peu moins maintenant, c'est ah bon, on va publier là, j'espère que je ne vais pas dire une connerie. Donc c'est la peur de la connerie, quoi. Et on a la chance d'être encadré par une rédac, une grosse rédac, qui prend la responsabilité collective. Alors on a quand même la responsabilité individuelle en tant que journaliste qui signe une enquête, mais on n'est pas seul du tout, quoi. On n'est pas comme un pigiste qui travaille pendant des mois là-dessus. Ça existe, il y a des gens qui sont freelance enquêteurs et qui sont tout seuls. Et eux, je me demande pour le coup comment ils font, parce que moi, je prends beaucoup de force dans le collectif et dans le groupe, et je dois admettre que quand on n'a pas ça, ça doit être un peu différent. Si je peux ajouter, j'ai eu la chance d'aller à Hambourg rendre visite au service du Spiegel et au service vérification. Donc ça s'appelle le service fact-checking, mais ils ne font pas du tout fact-checking. En fait, ils relisent les articles des journalistes. Et en fait, tu as un fact-checker qui est adossé à un journaliste. Et j'ai vu une copie, c'est impressionnant. Chaque mot est barré, ça veut dire qu'il a été vérifié. Mais donc à la fin, la copie entière est rouge. Et tant que c'est pas rouge partout, ils y vont pas. Et je me dis, waouh, moi, c'est mon rêve absolu d'avoir ce type de monsieur, de dame à côté de moi. Parce qu'en fait, ça me rassurerait à fond. Et c'est vrai qu'en fait, nos chefs, ils n'ont pas le temps. Et c'est logique aussi, ils doivent nous faire confiance. Mais souvent, on se retrouve du coup, évidemment qu'on discute beaucoup avec le service juridique, mais on a un service juridique, ce qui est normal, très frileux, puisque eux, ils se disent encore un procès. Et donc nous, on est plutôt à dire, allez, il faut quand même qu'on y aille, il faut quand même qu'on sorte cette information. Mais c'est sûr que si on avait ce type de service-là qui revérifiait tout, on dirait, enfin, quand on appuierait sur Publish, on serait tellement plus serein, ce serait génial. Voilà, c'est le Spiegel. D'autres questions? Ça a l'air impressionnant, ça. Ouais. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai raté le début malheureusement, mais je me demandais comment est-ce que vous assurez un équilibre entre le fond et la forme, et sans tomber justement dans le côté gadget, un peu OSINT, enfin voilà la personne qu'on a identifiée, voilà. Difficile question, je pense que la question se pose à chaque enquête. Est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer ça, de raconter ça, de dire ça? Je pense que ce qui nous aide un peu, je le disais tout à l'heure un peu, c'est qu'une vidéo chez nous c'est entre 8 et 12 minutes. Parfois ça dépasse un peu, mais c'est globalement ça. En 8 et 12 minutes sur des enquêtes parfois complexes, on ne dit pas tant de choses que ça, donc on est obligé de choisir un peu. Moi, c'est ce qui me guide principalement, et la question de qu'est-ce qui est d'intérêt public, quoi. Ça, je le raconte pourquoi. Est-ce que c'est parce que cette démonstration, j'y tiens et je suis très contente d'avoir réussi à faire ça, ou est-ce que vraiment il y a un intérêt derrière, quoi. Ouais, on est encore trop neuf, comme tu as pu le voir, et je pense que des fois on tombe encore un peu dans ce côté gadget entre guillemets, parce que des fois on se dit quand même il faut des outils, il faut qu'on en montre, etc. Ça fait partie de l'émission. Donc moi je peux me faire cette autocritique que des fois on est encore pour certains outils, on peut être dans le gadget. Mais oui et non.
Disons que pour nous, c'est peut-être pas l'outil le plus important, mais on se dit, tiens, c'est bien quand même de rajouter un outil à ce moment-là dans la démonstration. Donc, c'est une bonne critique. Pour aller un peu plus loin, j'ai un exemple concret. Justement, les exploseurs, les bips qui ont explosé. Dans mon souvenir, vous n'avez pas forcément géolocalisé, par exemple, la boutique qu'on voit. Vous n'avez pas reconstitué cet endroit-là. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas jugé que c'était important ou est-ce que c'était trop difficile à faire? Non, on a fait cette vidéo dans 2 jours, je crois. Donc pour le coup, c'était... on fait aussi ce genre de format. On se fait ce qu'on appelle des task force. On se met à plusieurs, on géolocalise des vidéos. En même temps, quelqu'un est en train d'écrire le script. En même temps, quelqu'un est en train de commencer à monter l'intro pour que ça puisse sortir dans les temps, quoi. Donc dans ces cas-là, on va vraiment à l'essentiel. On met une carte, on met là où les vidéos sont géolocalisées, on dit lesquelles sont vérifiées, lesquelles sont pas encore vérifiées. Enfin, voilà. Mais on n'a pas le temps de faire des infographies. C'est ça qui prend le plus de temps, ce qu'on appelle le motion design. Et pour faire un décomposé de où est-ce que ça a été pris, voici à quoi ça ressemble, etc., il faut du motion design, quoi. Ouais, je me rappelle d'enquêtes où on montrait justement les impacts de balles, comment ils étaient arrivés, etc. Le graphisme avait pris énormément de temps de refaire une modélisation en 3D. C'est sûr que c'est joli, mais ça apporte pas grand-chose. Et puis en fait, c'est énormément de temps et ça apporte rien à la démonstration. C'est juste, la balle, elle a traversé le corps comme ça. Oui, ok, mais ça prouve rien. Si seulement c'était... si c'est pour dire, le tir, il est parti de tel char pour aller toucher tel bâtiment, puis qu'on met la trace, là, il y a une preuve qu'il y a une intentionnalité, et là, c'est important de le montrer, pour pas que ça fasse gadget. Moi, j'avais une question assez pragmatique, mais quelle force de travail ils t'ont donné à l'Arcas pour... Bonne question. Si tu peux répondre à cette question. On est tous là. Il y a Sébastien, il y a moi, et puis on a Kota qui est le monteur. Donc on est 3. Et après, on s'appuie sur une communauté de gens qui font ça de manière un peu bénévole et qui nous aident. Mais en vrai, on est 3 et on n'est même pas à temps plein les 3. Donc, comment tu les trouves, les bénévoles? Et comment je trouve les bénévoles? On a déposé des petites annonces dans les unis au début. C'est comme ça qu'on a commencé, du coup avec des profils plus étudiants. Et au fur et à mesure des épisodes, on dit à chaque fois, si vous voulez rejoindre la communauté, n'hésitez pas, puis on donne l'adresse. Et au fur et à mesure, on a des profils qui arrivent. Ouais. Et donc, moi j'ai des questions aussi. L'équipe qui travaille dans l'enquête sur Red Bull, au début, ils sont peut-être 8-9. C'est tous des bénévoles, c'est une grande partie bénévoles. Ah ouais, c'est incroyable. On arrive doucement à la fin. Est-ce qu'il reste des questions? Moi, il me demandait simplement quels étaient vos modèles, vos sources d'inspiration d'autres médias qui faisaient de l'usine ou une enquête que vous n'aurez pas. Le New York Times. Comme souvent. Ouais. C'est vraiment eux là, grosse référence. BBC, évidemment pour BBCI. Et on a le monde, comme on arrive bien après. Pardon. Non, mais c'est vrai, je veux dire, même historiquement, quoi. Et j'ajouterais juste, je ne veux pas en oublier d'autres, j'ajouterais Bellingcat, qui est donc cette association... Et Open Facto. Oui, pour le côté franco-français. Mais Bellingcat, ils ont les premiers vraiment montré la puissance de l'usine. Je crois que la première vraie enquête qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle où ils ont enquêté sur le missile qui avait abattu le MH74. Toujours les MH, celui qui est tombé au-dessus de l'Ukraine. Et ils ont réussi à prouver que c'était des militants, des combattants pro-russes dans le Donbass qui avaient tiré par erreur en pensant que c'était pas un avion civil mais un avion militaire. Et ils l'ont fait en géolocalisant un camion qui était là où le missile avait été tiré, en gros, en montrant le jour, les images satellites, des images qui étaient disponibles sur YouTube, qui montraient le camion aussi, etc. Pour un truc d'une ampleur phénoménale pour l'époque, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est un peu les pionniers, et je pense qu'il faut les citer. Moi, la vidéo qui m'a donné envie de faire ça, mais au tout début, c'est celle de BBCI, Anatomy of Killing, je crois. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'ils ont pris le meurtre d'une dame qui était une dame complètement lambda, etc. Et je me suis dit, waouh, à distance, ils ont pu résoudre un crime et avec rien, parce que franchement,
Bon, c'était le tout début, donc je pense que j'étais aussi beaucoup plus impressionnée, mais c'était des images du désert. Enfin, il y avait 3 pauvres arbres et une case sur un côté. En termes de géolocalisation, j'aurais trouvé que le défi était immense, quoi. Et bah, ils ont tout expliqué, ils ont montré comment ils avaient fait. Et moi, cette vidéo, alors je peux plus du tout jamais la regarder, mais parce qu'elle est beaucoup trop violente. Mais elle m'a tellement marquée que c'est ça qui m'a donné envie de me dire ça c'est la spécialité qu'il faut que je développe. C'est primordial. J'ai tout arrêté, je me dis ça c'est bon, je fais ça maintenant. Une dernière peut-être, ou on a fait le tour? Notebook LM a mis en place un outil où tous les médias qui font de l'investigation peuvent aussi créer des dossiers avec leurs sources. C'est pas mal utilisé par des médias notamment thaï, brésiliens et évidemment le New York Times. Et j'aimerais si ça c'était un truc sur lequel vous aviez misé, c'est-à-dire que vos propres enquêtes, vous partagiez en tout cas un certain nombre de documents, même caviardés, etc. Que vous-même vous initiez l'open source, en fait, que vous soyez plausible. C'est un peu méta, mais... c'est marrant, on a eu une formation super récemment sur Notebook, donc on l'a pas encore testé nous. Par contre, on s'est toujours posé la question quand nous on avait obtenu des documents et des fuites, à quel point on devenait plateforme et puis on pouvait les mettre à disposition comme l'ont fait la ICIJ, comme le fait l'OCCRP, etc. Donc moi, je suis aussi au sein de l'EIC, c'est le consortium européen des journalistes d'investigation. Dans ce cadre-là, on le fait, mais on réfléchit à chaque fois sur quel document, etc. Et en fait, au niveau RTS Suisse, on ne l'a jamais fait parce qu'on se dit si en plus on met des données non anonymisées et qu'on devient nous la source, etc., on va se faire tomber dessus. Donc moi j'aimerais beaucoup au contraire partager tout avec tout le monde. Enfin, je suis vraiment de cette génération où on s'en fout en fait du scoop, on partage tout, on collabore sur tout, etc. Mais par contre au niveau juridique j'ai encore pas trouvé du tout la solution pour faire ça en Suisse. On n'a encore pas ce problème du coup. Mais, je vais retourner en France. Mais nous on profite beaucoup donc, de ces bases de données qui sont mises à disposition par des grands consortiums comme la CIJ, le CCRP, tout ça. On n'a pas créé de plateforme pour nous le faire, mais ça nous est arrivé à quelques occasions sur demande notamment qu'on partage des documents qu'on avait obtenus nous, le monde, avec ces organismes-là, qui eux ensuite se répercutent à tout leur réseau, donc c'est des centaines de médias, mais seulement si la source n'est pas mise en danger, qu'elle est d'accord, enfin voilà, donc il y a toujours pas mal de conditions à respecter qui font que pour l'instant le ZINT est d'abord quand même sur ce qui est d'abord déjà public plutôt que de ce que nous on peut y insérer, quoi. Mais c'est vrai que c'est une vraie question parce qu'en fait, quand on télécharge une fuite de données, on pourrait dire bon, c'est pas nous qui avons mis cette fuite de données sur le darknet, hein, donc on est bien d'accord qu'elle est accessible à tout le monde. Mais ils nous ont dit, en tout cas à la RTS, oui, mais c'est sur le darknet, c'est pas accessible au grand public. Si nous, la RTS, on commence à le mettre sur une page dédiée en disant voilà, il y a tous les dossiers qui sont là, on ouvre encore plus au public et du coup, on a une autre responsabilité qui augmente. Et je trouve que c'est des vrais débats qu'on devrait avoir en rédaction. Pour l'instant, tout est très fermé. Et donc, en gros, on a tout téléchargé. C'est dommage parce qu'en fait, souvent, quand on fait des enquêtes sur des fuites, on investigue peut-être 1% de la fuite. C'est trop dommage de ne pas la mutuer. Et en fait, ça marche bien maintenant, dès qu'on a des noms d'une entreprise, de se dire « Ah, attends, je vais retourner voir dans les Panama Papers. Est-ce que cette entreprise, elle y était déjà ? Après, je vais voir dans l'OCCRP. Est-ce que je trouve d'autres choses ?» Enfin, de croiser toutes ces données, c'est ça qui fait la force. Donc je trouve ça dommage en fait de pas le faire. Faut qu'on trouve une parade juridique. Super, merci beaucoup encore du temps que vous nous avez accordé toutes les deux. Merci d'être venue à Genève, Asia. Merci, avec plaisir. Et venez le 5 décembre. Je sais que c'est un peu moins concret et tout ça, mais c'est un peu ce qui nous fait manger tous et ce qui permet à des informations d'être révélées. Donc il y a des super intervenants et on communiquera sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur LinkedIn. Et si jamais vous pouvez aussi nous envoyer vos idées, vos besoins et tout